Bonjour Philippe. Bonjour Pat. Alors vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages concernant votre théorie appelée le civisme. Personnellement, je trouve cette théorie révolutionnaire, mais j'aimerais aborder quelques points qui me semblent difficiles à appréhender. Première question, vous dites que les choses n'ont pas de prix, que seuls les hommes ont un prix. Pourquoi? Parce qu'au final, que paye-t-on dans un objet? Est-ce que c'est l'objet qui a besoin de monnaie ou les hommes? On paye, en fait, on paye le travail. On paye, en fait, un prix, au final, est une somme de marge bénéficiaire. Au final, quand vous allez chez le commerçant, vous payez euh, le fait que le commerçant ait mis cet objet-là en vente et la marge que lui-même se réserve, c'est-à-dire une marge en plus de ce que lui a payé pour se procurer l'objet. Et en fait, tous, si on suit la chaîne, tous ont fait la même chose. Tous les intermédiaires ont fait la même chose. Jusqu'au producteur, jusqu'à celui qui a extrait la matière première, etc., etc. En fait, chaque fois que quelque chose a été produit, en fait, on a payé le travail. Et à ce produit, se sont ajoutées des marges bénéficiaires successives. Jusqu'à ce qu'en fait, on arrive au produit en magasin qui n'est qu'une somme de marge bénéficiaire. On n'a payé que le travail. On n'a pas payé l'objet. Euh, une chose qui montre d'ailleurs que on ne paye pas l'objet lui-même, c'est que le même objet peut avoir une quantité infinie de prix. Vous le vendez ici, il aura un prix. Vous le vendez là-bas, il aura un autre prix. Vous le produisez en telle quantité, il a un prix. Vous le produisez à une autre quantité, il a un autre prix. Même si c'est le même objet. Un objet n'a pas de prix en soi. C'est totalement, je dirais pas dire pas arbitraire. Si c'est en fait c'est arbitraire, puisque les marges bénéficiaires sont arbitraires finalement. C'est illusoire en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. C'est complètement illusoire. Non, c'est vrai, c'est assez intéressant parce que par exemple, si j'achète un poisson en supermarché, Oui, je le paye un certain prix, mais si je vais le pêcher moi-même, il me coûte 0 €. par exemple. Mais si vous l'achetez ailleurs, ayant été pêché dans d'autres conditions, avec des gens payés différemment, avec des gens, des commerçants plus ou moins gourmands, bah, le prix, le poisson aura aussi un prix différent. C'est le même poisson, mais il a un prix différent Oui, donc un prix n'est qu'une somme. de marge bénéficiaire. Assez intéressant. Vous dites également que la monnaie représente du droit. Ah, toi, t'es direct. Hein. Oui, la monnaie n'est autre chose que du droit. La monnaie représente tous les droits que vous pouvez avoir grâce à elle. En fait, aujourd'hui, la monnaie sert essentiellement à accéder au marché. Et c'est par ce droit d'accès au marché que l'on jouit de la plupart de nos droits. Droit de manger. Alors, évidemment, dans le système monétaire, on ne reconnaît pas que la monnaie, c'est du droit. Donc, parce qu'on ne peut pas remettre en cause la monnaie elle-même. Si on se rendait compte que la monnaie était du droit et que le fait de ne pas avoir de monnaie, c'est priver les gens de leurs droits, ce serait un scandale. Donc on n'en parle pas, c'est tabou. Mais de facto, manger, c'est quand même un droit, en tout cas, le droit d'un citoyen, de quelqu'un qui fait partie de la société et qui a contribué à ce que la société peut offrir. Donc manger, se loger, se vêtir, déjà les trois besoins fondamentaux, ça passe par la monnaie. Aujourd'hui, on est dans un système où personne ne produit rien seul, où tout le monde a besoin d'accéder au marché pour satisfaire ces besoins-là. Si on n'a pas de monnaie, ben, on ne peut pas manger, on ne peut pas se loger, on ne peut pas se vêtir, et on finit à la rue. D'ailleurs, en fait, on ne reconnaît pas que la monnaie c'est du droit, alors qu'en fait, tout le reste, on parle toujours de droit. Droit de passage, droit de ceci, droit de cela. Et ce sont des droits dont on peut jouir en échange de monnaie. Alors pourquoi est-ce que la monnaie ne serait pas du droit? Pourquoi est-ce qu'on jouerait de droit en échange de monnaie si la monnaie n'était pas elle-même du droit? La monnaie n'est pas autre chose que du droit. Oui, ça se tient tout à fait, ça se tient tout à fait. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez pas de droit, quoi, tout simplement. Rien. Même pas les droits les plus élémentaires, se Euh, manger, se on ne vêtir. peut même pas manger.
Alors évidemment, dans des organismes se mettent en place pour venir au secours, mais un citoyen a des droits. Son droit n'est pas de recevoir la charité. Un citoyen devrait pouvoir manger sans avoir besoin de faire la charité. Vous dites aussi que la monnaie circule et qu'il serait absurde d'imaginer une monnaie qui ne circulerait pas. Mais de quelle manière la monnaie circule-t-elle? Elle fonctionne selon deux principes. Le premier, du fait même qu'elle circule, c'est le principe des vases communicants. Pour que tu aies de l'argent, pour que tu aies de la monnaie, mais il faut que je t'en donne. Il faut que je t'en donne ou que tu en prennes. Que tu t'en procures d'une manière ou d'une autre. Et pour qu'il y en ait ici, il faut la prendre là. Elle ne tombe pas du ciel. Alors quand on dit aujourd'hui elle ne tombe pas du ciel, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains oui. Mais bon, de manière générale, quand même, elle ne tombe pas du ciel. Et donc, pour que l'État ait de l'argent, mais il faut qu'il prenne aux contribuables. Pour qu'une entreprise ait de l'argent, il faut qu'elle le prenne aux clients, etc., etc. C'est les vases communicants. Donc, la monnaie, elle circule. Elle circule et elle incarne du droit. Du droit, c'est-à-dire aussi du pouvoir. Plus on a de monnaie, plus on a de pouvoir. Or, il se trouve que, vu qu'elle circule, elle ne se répartit pas également. Ce qui veut dire que dans certaines mains, elle s'accumule plus que dans d'autres. Et comme elle incarne du droit, c'est-à-dire du pouvoir, plus il y a de monnaie quelque part, plus à cet endroit-là, donc entre certaines mains, il y a du pouvoir. Du pouvoir de faire quoi? Du pouvoir de capter encore plus de monnaie. L'argent va à l'argent. Quelqu'un qui a de la monnaie, dont tout le monde veut, tout le monde a besoin, a du pouvoir parce que justement tout le monde est après lui. Tout le monde en a besoin, tout le monde est demandeur. Rien que ça lui donne du pouvoir. Au-delà du fait que, de par le fait qu'il ait de la monnaie et des droits, il peut tout acheter, il peut tout payer. Voilà, donc ça donne du pouvoir. C'est en cela que ça donne du pouvoir. Quand on dit tout payer, c'est payer aussi les hommes, c'est pas seulement les objets. Il peut payer les hommes qui eux-mêmes ont besoin de monnaie, qui se soumettent donc à lui, qui lui donnent donc du pouvoir. Évidemment, c'est pas la monnaie en elle-même qui a du pouvoir en soi. C'est par tout ce que la monnaie permet de faire qu'elle donne du pouvoir. Et donc, le deuxième principe, c'est le principe de l'attraction. Voilà, le premier principe, le principe des vases communicants, parce qu'elles circulent. Deux, le principe de l'attraction, parce qu'en fait, la monnaie repose sur la notion de valeur qui n'a de sens que s'il y a des différences. Des différences qui veulent dire qu'à certains endroits, il y en a plus que dans d'autres. Et comme elle incarne des droits, elle donne du pouvoir, donc du pouvoir attractif. Du pouvoir de s'en procurer encore davantage. Et inversement, évidemment, moins on en a, on n'est pas de riche. Vous semblez faire une distinction entre l'argent et la monnaie. Quelle est la différence entre les deux? En fait, on utilise de la monnaie parce qu'elle correspond à une certaine logique. Et justement, j'appelle cette logique l'argent. Pour faire court, je définis l'argent, donc que j'écris avec un L majuscule et argent tout attaché. Donc c'est un mot en fait que j'ai forgé pour pouvoir qualifier ce concept qui est une phrase qu'on ne peut pas utiliser comme ça toutes les 5 minutes, alors que le terme l'argent est plus facile à utiliser. Donc l'argent, c'est la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. La monnaie est une unité de valeur. Pourquoi est-ce qu'on utilise des unités de valeur? Parce qu'on est dans notre esprit, la valeur marchande est nécessaire pour échanger. La logique de base, qui est donc cette notion de valeur, n'existe que si les objets s'échangent, si la monnaie circule. Si on adopte une monnaie qui ne circule pas, en fait, ça n'a plus de sens. Parce que, évidemment, il y a certains qui ont proposé des monnaies qui ne circulaient pas. Ça reste sur le papier. En réalité, ça ne débouche sur rien. Ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. C'est un contresens, en fait. C'est contre nature.
Ça sera très joli sur le papier, mais ça ne pourra pas fonctionner. Alors effectivement, l'idéal est d'aller vers un système dans lequel il n'y a plus de monnaie du tout. Mais à ce moment-là, il faut adopter une autre logique. Mais une logique dans laquelle la notion de monnaie elle-même n'a plus de sens. Vous m'avez dit tout à l'heure que l'argent vient du troc. La monnaie. Ah oui, oui, l'argent, la croyance. La croyance, oui, ouais. d'accord. Comment est née cette croyance, justement? Ben, justement, à partir du moment où vous faites du troc, alors, ça reste une supposition. Alors, certains contestent le fait que le troc aurait existé. Pour moi, en fait, pour qu'il y ait de la monnaie, pour que la monnaie apparaisse, il faut que les hommes aient cette croyance en tête. Donc la question, c'est comment est née cette croyance? Elle n'est pas née comme ça, elle n'est pas tombée du ciel. C'est qu'à un moment donné, les hommes ont quand même échangé, alors que ce soit entre individus ou entre communautés, peu importe. Le fait est, c'est qu'à un moment donné, ils ont dû faire quelque chose qui leur a fait penser, fait croire que la notion de valeur marchande, enfin la notion de valeur était nécessaire. Et c'est quoi? Ben, c'est justement, c'est de mettre un objet, c'est de mettre en équivalence des objets. C'est d'échanger des objets entre eux. Quand on échange des objets entre eux, on les met en équivalence, c'est-à-dire en équivalence de valeur. On échange. Le troc, c'est censé être un juste échange, le fameux juste prix. Alors, ça ne se conçoit pas très bien si on imagine un échange d'un objet contre un objet. Si on échange un contre un, on ne conçoit pas la notion de valeur marchande. Mais si on échange un objet contre deux objets, là, on comprend que 1 égale 2. Ah oui, d'accord. Si on échange un objet contre 3, ah, cet objet égale 3. 3 de cette chose-là. Et en fait, ça permet en fait que des objets finissent par devenir des références. 1 égale 3, ben, alors du coup, ça va être... si on a 4 de ça, ben, ça va pouvoir être égal à ça. D'ailleurs, avant qu'on ait de la monnaie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle des monnaies primitives. Les monnaies primitives, c'était des objets, c'était tout simplement des objets, des biens ou des objets. Parce qu'ils avaient au départ une valeur propre, une valeur qui justifiait qu'on les échange. On les échangeait soit pour qu'ils servent de monnaie, soit pour leur utilité propre. Mais ils servaient en fait, ils servaient déjà de référence. Mais c'est comme ça que la notion de référence est elle-même apparue et qu'ensuite on a standardisé les référents pour en arriver finalement à la monnaie. Mais tout est déjà contenu en fait dans le troc. Aussi bien donc la valeur marchande que le principe de l'échange indirect et de la monnaie. Donc si j'ai bien compris, la monnaie représente du droit, et comme elle circule par le principe des vases communicants et de la loi d'attraction, elle finit toujours entre les mains d'une minorité de riches au détriment du peuple. Du coup, tant que l'on reste dans le système monétaire, il y aura toujours des riches et des pauvres. Oui. Donc il y aura toujours une dictature. Ça s'appelle une oligarchie. Le système monétaire est par définition inégalitaire. Il ne peut pas y avoir d'égalité. D'ailleurs, la notion même d'égalité n'a même aucun sens dans le système monétaire. Les gens, sous le système monétaire, ne comprennent même pas ce qu'est l'égalité. Donc, même ceux qui se battent pour l'égalité ne savent pas ce qu'est l'égalité. Il n'y a qu'une égalité, c'est l'égalité des citoyens en devoir et en droit. Alors, je vais peut-être avancer en disant ça, mais en devoir notamment de participer à la vie de la société et en droit d'accéder librement au marché, du fait d'être citoyen. Dans le système monétaire, on n'est pas du tout dans cette logique. C'est celui qui a de l'argent, gagné on ne sait comment, qui accède au marché. Et qui accède au marché, qui paye tout, qui peut tout payer et donc tout avoir. Et donc avoir du pouvoir. Et les gens qui ont le pouvoir, grâce à la monnaie, eh ben, ont aussi le pouvoir politique. Un système monétaire a un fond inégalitaire et obligatoirement, il y a une oligarchie. Obligatoirement. D'ailleurs, il faudrait même une oligarchie pour combattre la tendance oligarchique du système monétaire lui-même. Dans tous les cas, donc on a toujours une oligarchie. Je dis ça parce que je pense notamment à la royauté. La royauté, donc qui était le système précédent, c'est une oligarchie, mais ce n'est pas une oligarchie financière. Mais ça reste une oligarchie qui a d'ailleurs à quelque part aussi pour but de contrer la puissance de l'argent.
Ça n'a pas l'air aussi vrai que ça quand on regarde le passé, parce que, encore une fois, l'argent n'était pas aussi prégnant par le passé. Il y a 200 ans, il y avait encore beaucoup, 90% de paysans qui étaient presque autonomes. Donc bon, c'est pas aussi vrai que ça, mais malgré tout, il y a de ça. Et si on regarde dans un passé plus récent, le, le communisme et le fascisme ou le nazisme ont quelque part pour but de contrer en fait la puissance de l'argent. Au final, quand on y réfléchit bien, parce que c'est la seule manière en fait. Il faut un pouvoir fort pour s'opposer à la puissance de l'argent. Et ça ne suffit pas. Qui a gagné au final? C'est toujours l'argent qui a gagné. Tant qu'on ne s'attaque pas à l'argent lui-même, donc tant qu'on ne détruit pas, on ne sort pas du système monétaire, qu'on ne met pas en œuvre un système basé sur une autre logique que l'argent, l'argent est là. Ça veut dire que les hommes, de facto, s'y soumettent. De facto, les hommes se soumettent à sa logique. Si les hommes se soumettent à sa logique, même s'ils la refusent, au final, c'est quand même cette logique qui va gagner. Puisque, de facto, ils s'y sont soumis, quoi. Est-ce qu'il ne suffirait pas pour résoudre le problème d'adopter, par exemple, le revenu universel ou le salaire à vie? C'est-à-dire, si l'argent représente du droit, est-ce qu'en donnant un peu à tout le monde, est-ce qu'on pourrait contrer? Justement, alors, ces solutions-là sont des solutions bâtardes. Des solutions entre deux logiques. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des gens qui comprennent sans le dire ou qui font sans savoir que la monnaie représente du droit. Quand on dit qu'on veut garantir un revenu à tout le monde, pourquoi? Parce que c'est du droit. Si c'était des cacahuètes, on s'en foutrait. Donc c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose d'essentiel dans la monnaie qu'on veut le garantir à tout le monde. Mais, encore une fois, on ne pousse pas la logique jusqu'au bout. Et on ne va pas jusqu'à l'idée qu'on doit garantir des droits à ceux qui les méritent, c'est-à-dire aux citoyens qui ont rempli des devoirs en amont. En fait, ces idées-là ne servent qu'à perpétuer le système monétaire, ne servent qu'à perpétuer ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme. Et d'ailleurs, on verra que les capitalistes vont prôner de plus en plus ce genre de système. On le voit d'ailleurs avec Hamon, avec les socialistes, qui ne sont pas comme ça a pu l'être à une certaine époque. Aujourd'hui, les socialistes sont des capitalistes. Ce seront peut-être même les sauveurs du capitalisme. Tu vois, ce ne sont pas des socialistes. Comme disait De Gaulle, en France, il n'y a qu'un socialiste, c'est moi. Et effectivement, les socialistes ne sont plus socialistes depuis un certain temps. Ok, donc ces idées-là, en fait, veulent mettre en œuvre. Tu vois, il s'agit de garantir des droits, mais sans devoir. Le revenu universel, c'est garantir des droits sans devoir. Donc en fait, ça se veut social, mais sans logique sociale. Dans la logique sociale, un citoyen a des droits en contrepartie de devoirs. Les droits ne tombent pas du ciel. Il faut bien que quelqu'un les génère et que quelqu'un les garantisse. Alors la société peut les garantir, mais il faut d'abord quand même que quelqu'un les génère. Si on a droit à du fromage, il faut bien que quelqu'un ait fait le fromage. Tu vois, c'est bien joli de dire tout le monde a droit à du fromage. Si personne ne fabrique de fromage, le droit n'existe pas. Si personne ne remplit de devoirs en fabriquant le fromage, il n'y a pas de fromage. Alors on peut très bien dire sur le papier on a tous droit à du fromage, mais sauf que dans l'assiette il n'y en aura pas, quoi. C'est tout. Donc avant qu'il y ait des droits, il faut qu'il y ait des devoirs. Et à partir du moment en fait, où on entre dans la logique sociale, proprement pure, un citoyen qui a rempli des devoirs a en contrepartie les droits du citoyen, dont celui d'accéder au marché. Et la notion, enfin ces idées de revenu universel n'ont plus de sens, quoi. Puisque en fait, dans cette logique-là, il n'y a pas de monnaie. Or eux, en fait, ils veulent nous vendre du social avec la logique monétaire. En fait, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas la logique monétaire et ils biaisent la logique sociale. En fait, ils ne comprennent rien à rien, quoi. Non, mais c'est malheureux à dire, mais c'est ça. Hein. Mais en plus, là, tout de suite, vous m'avez dit que la monnaie fonctionne sur... Je vois que des groseilles, là. Je sais pas pourquoi tu m'as mis ça sous le nez, mais je vais... Vas-y, je t'en prie. Mais là, tout de suite, vous m'avez dit que la monnaie fonctionne aussi sous les principes du vase communicant et de la loi d'attraction. C'est-à-dire que même si on donne de la monnaie à tout le monde par le revenu universel, cette monnaie va inévitablement revenir aux mains des... Après, de toute manière, moi, je ne rentre même pas dans ces questions pratiques. À partir du moment où on recourt
on utilise de la monnaie, on est un capitaliste. Donc il faut arrêter de croire qu'on peut être un révolutionnaire et capitaliste. C'est-à-dire, ça marche pas, quoi. Comme je disais, comme j'ai écrit, toute mesure monétaire est contre-révolutionnaire. Voilà. Alors après, effectivement, on peut regarder les mécanismes, pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Mais ça, à partir du moment où on a compris le principe, c'est même pas la peine de rentrer dans ce genre de détails. Quand je disais que l'argent est une croyance, en fait, on l'a dans la tête, et les gens voient le monde à travers leurs croyances. Parce qu'en fait, on voit les choses, on ne voit pas ce que l'on... On ne croit pas ce que l'on voit, on voit ce que l'on croit. Et vu qu'on croit, dans notre tête, il y a l'argent, en fait, on voit le monde à travers l'argent. Et voilà, ça nous masque la réalité des choses. Si on enlève... La monnaie, ça n'existe pas. La monnaie, en fait, tout représente la monnaie, et en même temps, la monnaie n'existe pas. C'est un paradoxe, quand même. Si on regarde autour de nous, tout représente de la monnaie, et pourtant, il n'y a pas de monnaie. Oui, elle n'est que dans nos têtes. Elle n'est que dans nos têtes, ouais. Ça n'existe pas, quoi. Ça pousse pas sur les arbres, la monnaie. D'accord, mais alors, vient la grande question. Comment est-ce qu'on peut échanger sans monnaie, sans valeur marchande? Je l'ai dit tout à l'heure. La monnaie sert à accéder au marché. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut accéder au marché autrement qu'avec de la monnaie? Moi je dis oui. Ce qui donne le droit d'accéder au marché, c'est la citoyenneté. C'est le fait d'être citoyen. Mais c'est quoi la citoyenneté? La citoyenneté, c'est le fait de participer à la vie de la société. C'est le fait de remplir les devoirs que la société impose à tout citoyen. C'est les devoirs du citoyen. Et notamment, donc, participer à la vie de la société selon ce que la société considère comme une participation. À partir du moment où on remplit ce devoir-là, on est citoyen. C'est-à-dire, par exemple, vous travaillez, c'est une activité qui est reconnue, vous êtes citoyen. En tant que citoyen, vous avez le droit d'accéder librement au marché. D'accord, donc je travaille, je remplis un devoir envers la société. En fait, de manière indirecte, on travaille dans le cadre d'une entreprise et qui elle-même travaille de facto pour la société. C'est marrant parce qu'on est dans un système où les gens croient qu'ils sont dans des entreprises privées. Mais elle produit pour qui l'entreprise? Elle produit bien pour le marché, pour le public, pour la société. Elle ne produit pas pour elle-même. Elle ne produit pas pour ses employés. En fait, une entreprise a par définition une fonction publique. Qu'elle soit gérée de manière privée, c'est une chose. Mais elle ne peut pas être entièrement privée. Elle existe pour servir la société. Alors évidemment, aujourd'hui, elle existe pour servir le patron, pour faire de l'argent pour le patron. Aujourd'hui, elle sert à ça. Mais encore une fois, si on enlève ce qui est artificiel, ce qui est superficiel et illusoire dans ce système-là, on a quand même quoi? Des entreprises de milliers de gens qui fabriquent des choses pour les mettre sur le marché que d'autres vont acheter. C'est ça. Et donc, en fait, ça a une utilité publique. Et donc, dans le cadre des entreprises, les gens vont remplir leurs devoirs envers la société. Et quand on remplit son devoir envers la société, quand on a rempli les devoirs du citoyen, celui de participer à la vie de la société, on est citoyen et en tant que tel, on a le droit d'accéder librement au marché. L'accès au marché qui est lui-même en fait un dérivé déjà du droit fondamental de pouvoir profiter des bienfaits de sa société, parce que le pendant du devoir de participer, c'est le droit de profiter. L'accès au marché n'est qu'un aspect en fait du droit de profiter. Il peut y avoir parce que il y a des choses qui sont garanties par la société sans qu'on ait besoin de le demander. Par exemple, la société fait des routes. Bientôt on devra payer pour aller sur la route, ce qui est déjà le cas sur certaines routes. Mais même l'air, on devra bientôt le payer. Tu vois. Mais il y a des choses donc qui reviennent aux citoyens de manière générale, mais il y a des choses dont ils ne peuvent profiter que de manière individuelle. Et là, pour ça, il faut qu'ils accèdent au marché. Quoi. Et c'est la citoyenneté elle-même qui doit conférer ce droit. Et donc, si c'est la citoyenneté qui confère le droit d'accéder au marché, la monnaie n'a pas de raison d'être. Puisque aujourd'hui, c'est à ça que sert la monnaie. La monnaie sert à donner du droit d'accès. Si le droit d'accès est fondé sur autre chose, si c'est autre chose qui donne le droit d'accéder au marché, la monnaie n'a plus de sens, n'a plus de raison d'être. Mais c'est autre chose. C'est simplement le fait de travailler, en fait, et de remplir des devoirs envers la société. Voilà, c'est le fait d'appartenir à la société. D'appartenir donc en remplissant les conditions qui permettent d'y appartenir. D'accord.
Donc, Par exemple, je prends un exemple. Vous travaillez dans une entreprise. Donc c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Vous avez un badge. Un badge pour rentrer dans l'entreprise. Parce que d'ailleurs, on n'a pas dit, mais en fait, l'accès au marché se fera, en tout cas, se fait dans ma théorie, via une carte qui en fait ne sert pas à grand chose. C'est une espèce de hocher. Mais bon, ça peut être utile en termes de transition, vu qu'aujourd'hui, la monnaie se manipule elle-même par des cartes. Le jour où on passe à un autre système où on utilise, les gens utiliseront aussi des cartes, en fait, ils ne verront pas tellement la différence. Ils verront en termes de pouvoir d'achat, mais ils ne verront pas la différence. Je disais, la carte, dans la cité, enfin dans mon système, le droit d'accéder au marché qu'ont euh, les citoyens l'exercent grâce à une carte. En fait, c'est une carte qui permet d'attester leur citoyenneté, comme la carte de crédit en fait. Au lieu d'avoir une carte qui permet d'attester que vous avez des crédits, c'est une carte qui permettra d'attester que vous êtes citoyen. L'exemple que je donne en prenant celui des entreprises, c'est pour montrer que l'accès libre est conféré par un statut. Dans le cas des entreprises, aujourd'hui, un employé a un badge et il peut rentrer et sortir de l'enceinte de l'entreprise à volonté. Alors après, il peut y avoir des restrictions d'ailleurs, faciles à mettre en œuvre. À partir de telle heure, la carte est désactivée. Voilà, parce que c'est plus les horaires convenables. Mais sinon, dans la journée, il n'y a pas de crédit. Un employé n'a pas de crédit pour rentrer et sortir. Il rentre, il sort à volonté. Mais c'est la même chose en fait avec la carte civique. La carte civique atteste que vous êtes citoyen et vous avez elle vous donne accès au marché. C'est-à-dire au commerçant, vous avez le droit de retirer ce que vous voulez chez le commerçant. Évidemment, ça c'est la théorie. oui, oui, oui. Quand je dis l'accès libre au marché, c'est de la théorie. Déjà le marché, c'est une construction mentale. Le marché, vous accédez au marché via des commerçants. Le commerçant n'est pas le marché à lui tout seul, mais c'est une fraction du marché, quoi. Une fraction des biens disponibles sur le marché. Donc même si vous pouvez pas tout acheter. Il y a des gens qui me disent je vais tout acheter. Alors pourquoi faire, ça n'a aucun sens. Et bien de toute manière, le commerçant lui-même ne peut pas, il ne pourra pas vous vendre à vous particulier tout son magasin. Parce qu'il y a des lois, des systèmes qui feront qu'un commerçant ne pourra pas tout vendre à un client, par exemple. Un client n'est pas un industriel. Un commerçant de détail n'est pas un commerçant en gros. Alors, si on va chez un commerçant, c'est pour prendre ce dont on a besoin, c'est pas pour prendre tout le magasin, quoi. Mais bon, après, ça c'est du détail, mais le principe est là, quoi. C'est que c'est la citoyenneté elle-même qui doit conférer le droit d'accéder librement au marché. Si j'ai bien compris, en tant que travailleur, en tant que citoyen, j'ai droit à avoir, par exemple, une voiture gratuite tous les 3 ans. Non, pas gratuite. J'ai droit à une voiture. La notion de gratuité n'a aucun sens. Et tous les objets produits en grande quantité sont en accès libre. Comment faire pour prévenir les abus? Comment faire si je veux une nouvelle voiture par mois, alors qu'elles sont rationnées? Si la loi, parce qu'en fait la carte ne fera que retranscrire ce que dira la loi, si la loi n'autorise à avoir une voiture que tous les 5 ans, par exemple, c'est totalement arbitraire, hein, c'est la loi qui décidera, hein, mais c'est le principe. Votre carte ne permettra pas d'en acheter une deuxième dans les 5 ans. Peut-être une voiture d'occasion, mais en tout cas pas une voiture neuve. Mais la carte en fait ne pourra pas être active. Donc le vendeur ne pourra pas vous la vendre. Parce que lui-même, en fait, aura besoin de faire valider ce qu'il vend pour qu'on reconnaisse sa propre activité et que du coup, il ait la citoyenneté et l'accès au marché. Donc, il vous vendra pas, en fait, entre guillemets, parce qu'effectivement, le terme vendre n'est plus très approprié dans ce système-là. Mais pour utiliser un terme que les gens comprennent, le vendeur ne vous laissera pas partir avec la voiture. Voilà, donc, bon, mon Dieu, avoir une voiture neuve de ses rêves tous les 5 ans, je suis pas sûr que ce soit quand même. C'est pas l'enfer, quoi. Il y a pire. Et donc je vais chez le concessionnaire et il me dira gentiment, monsieur, revenez plus tard, quoi. Mais il n'y aura même pas besoin d'y aller, vous le saurez, hein. Vous saurez que ça ne marchera pas, votre carte ne passera pas, donc ça ne sera même pas la peine d'essayer.
Ben, si tu veux, c'est un peu comme, je reprends l'exemple des entreprises. Si l'entreprise vous permet de rentrer jusqu'à 20 heures, ben, votre carte à 20h01 ne marche plus. C'est même pas la peine d'y aller, ça marche plus. Dans ce système, nous avons potentiellement le même accès au marché tous. Mais dans une meute de loups, euh, il y en a toujours un, il y a toujours un mâle alpha qui est un peu plus que les autres. Non, mais je savais pas que les loups avaient des porte-monnaies, hein. Non mais un loup Comme quoi, en fait, le mâle comme quoi on peut ne pas avoir d'argent et avoir quand même un système de hiérarchie. Voilà, c'est qu'il y a un système de hiérarchie et le mâle alpha généralement mange un peu plus que les autres. L'important, en fait, chez les animaux, en fait, c'est de manger. Le droit des animaux, il faut bien comprendre que euh, déjà, on ne comprend pas que chez les animaux aussi, il y a des droits. Tant que c'est pas écrit, tant qu'il n'y a pas des lois, tant qu'il n'y a pas des avocats et des légistes, ils croient qu'il n'y a pas de droits. Non. Les droits découlent des devoirs. On a des droits parce qu'on remplit des devoirs. Et c'est pas parce que c'est pas écrit que dans une société animale, il n'y a pas de devoirs et de droits. Et dans une société animale, le droit des individus est de pouvoir manger. En réalité, le premier droit que garantit une société, c'est la raison d'être même de la société, c'est de garantir la sécurité. Par définition, une société est composée d'êtres vivants dont le but est de rester en vie. Donc, il y a des êtres vivants qui comprennent que pour rester en vie, le mieux c'est de former des sociétés avec des congénères, d'après le principe l'union fait la force. Et la raison d'être de la société, c'est de protéger au mieux ses membres. Donc le premier devoir, donc, c'est de protéger ses membres, et le premier droit, c'est d'être le plus possible en sécurité. De cette sécurité peuvent découler en fait d'autres. Enfin, la sécurité peut se décliner. C'est effectivement le droit de pouvoir manger, parce qu'on ne peut pas. Si on ne mange pas, on est mort. Donc évidemment, si on est mort, on a un peu violé le principe de la sécurité. Donc, pour garantir le principe le droit à la sécurité, eh bien, il faut pouvoir être protégé physiquement, si besoin est, mais il faut aussi pouvoir manger. Et dans certaines sociétés, c'est le droit à l'abri collectif. En fait, le droit des animaux se résume à ça. Et effectivement, dans les sociétés animales, dans des conditions normales, disons, après c'est vrai que dans des conditions extrêmes de sécheresse, où il n'y a plus rien à manger, bon, ça bouscule un peu les principes. Mais dans des conditions normales, par exemple chez les carnivores, on chasse en commun, on tue une bestiole, et tout le monde mange. Alors évidemment, dans un animal, toutes les parties ne sont pas les mêmes, forcément. Donc il y en a un qui mange un morceau, l'autre qui mange un autre morceau. Mais l'important, c'est que ce qui est important de voir, c'est que chaque membre a le droit de manger, quoi. Et d'ailleurs, ceux qui ne peuvent pas manger, on le leur apporte. Par exemple, les petits, bon, qui ne sont pas citoyens. Mais on leur apporte à manger, par exemple. Le droit des animaux, c'est de pouvoir manger, d'être protégé, de manger, et, dans certains cas, le droit à l'abri. C'est ça les droits des animaux. C'est pas. Alors, parce que là, tu m'as parlé du loup, chef de meute, qui mange certains morceaux. Mais tu as des gens qui vont me sortir, qui vont parler du droit, par exemple, du privilège sur les femelles. Mais ça ne fait pas partie des droits, en fait. Ça ne rentre pas dans la balance. Ceux qui rentrent dans la balance des droits, c'est ceux qui correspondent aux devoirs que les individus remplissent. Il n'y a pas de devoir qui donne droit aux femelles. Par contre, il y a des devoirs qui donnent droit de manger. Il y a des devoirs qui donnent le droit d'être protégé par la communauté. Voilà. Chez les animaux, ça se résume à ça, en fait, hein. Et effectivement, chez les animaux, enfin les sociétés animales sont en fait égalitaires. Parce que de toute manière, il n'y a pas de droit sans égalité. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de devoir sans réciprocité. On ne peut pas avoir de devoir si les devoirs ne sont pas mutuels. Je n'ai pas de raison de te protéger si toi-même tu ne me protèges pas. Mais si je te protège et que je garantis ta sécurité, et que tu me protèges et que tu garantis ma sécurité, de facto, on est égaux en devoir et en droit. D'accord. Donc même si moi je suis petit et gros, toi t'es grand et fort, On remplit la même obligation. je te protège, je remplis mon devoir Envers moi. de défense envers toi, en retour,
J'ai le droit de... Moi, j'ai le devoir de te protéger. Et du coup, je te garantis le droit d'être en sécurité autant que possible. D'accord, et la sécurité, c'est pas spécialement physique, si je comprends Oui, non, bien. mais c'est effectivement, je l'ai dit, la sécurité peut se décliner. Ça peut être le droit de manger, ça peut être le droit d'être abrité comme tout le monde, ça peut être évidemment, c'est chez les hommes que ça se décline le plus loin. Mais c'est toujours le même principe. Si je suis maçon et que je construis des maisons, je génère envers toi un droit De pouvoir acheter une maison. de pouvoir t'abriter, d'avoir le droit à l'abri, quoi. C'est ça, ok. Et pareil pour la Ben, protection. c'est la même chose pour tout le monde. On est complémentaires. Les citoyens sont complémentaires. Ils génèrent, alors on peut dire un produit commun, mais un bienfait général auquel tout le monde a droit, auquel tous les citoyens ont droit. Alors, il y a des bienfaits, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont l'ensemble des citoyens profitent de facto. Par exemple, la société fait des routes, ben, t'as pas besoin de payer, t'as pas besoin de revendiquer ton droit d'aller sur la route, tu vas sur la route. Après, il y a des choses dont tu ne peux jouir que si tu fais la démarche pour en jouir. Donc, ça peut être accéder au marché, bah, ça peut être d'autres choses, mais de manière générale, c'est l'accès en fait, quoi. C'est l'accès, par exemple, l'accès à un parc de loisirs. Là, bon, après, tu vas rien acheter, en fait, tu vas rien retirer, sauf si tu achètes des bricoles dans le parc de loisirs lui-même, mais c'est. Non, mais oui, oui, voilà, ça relève du service, ça relève. Mais en fait, donc ça, tu ne peux en profiter que si tu fais toi-même la démarche d'y aller, quoi. Mais tu y as droit. En tant que citoyen, tu y as droit. Voilà. Puisque des citoyens génèrent cette chose-là. Toi-même, tu génères aussi des choses dont les gens qui, eux, ont généré cette chose-là vont profiter. En fait, on met tous les choses dans le pot commun et tout le monde a le droit de se servir dans le pot commun. Grosso modo, c'est un peu ça l'idée, quoi. D'accord, d'accord. Donc, même s'il y a une hiérarchie, il faut pas confondre hiérarchie et égalité, en fait. Mais la hiérarchie, l'égalité ne rejette pas le principe de hiérarchie, n'est pas contradictoire. Parce que qu'est-ce que c'est la hiérarchie? La hiérarchie, c'est remplir des fonctions différentes. Mais de toute manière, à partir du moment des fonctions donc supérieures. Mais à partir du moment où il y a des fonctions, elles sont forcément hiérarchisées. On ne remplit pas tous la même fonction. Les fonctions, en fait, c'est une chaîne. Dans la société, tout est une chaîne. Et certaines fonctions, ben, par définition, sont supérieures à d'autres. Mais les gens qui remplissent ces fonctions-là ne sont jamais que des citoyens. Ils remplissent ces fonctions-là en tant que citoyens et dans la cité, ils n'ont pas plus de droits que les autres citoyens. Mais ils remplissent pas plus de devoirs qu'un autre. Ben, ils remplissent ce devoir-là. C'est un devoir différent. Il faut peut-être des compétences différentes, il faut peut-être des qualités différentes, mais c'est vrai pour tous les devoirs en réalité. C'est vrai pour n'importe quel poste. Dans une société, tous les citoyens sont complémentaires. Et par définition, ils font des choses différentes. On ne peut pas tirer du prétexte que les gens font des choses différentes pour dire qu'ils doivent être inégaux. À ce moment-là, le jeu serait complètement faussé. Et d'ailleurs, effectivement, le jeu aujourd'hui est totalement faussé, quoi. Donc, si moi je produis des légumes et toi tu produis du lait, par exemple, nous mettons notre production en commun et l'on peut se servir en accès libre pour tous les objets produits en masse et on rationne les objets plus rares. Tu es un producteur de lait. Tu es citoyen parce que tu produis du lait. Parce que tu produis du lait. Le devoir du citoyen, ce n'est pas seulement de produire. Le devoir du citoyen, c'est de participer à la vie de la société selon ce que la société considère comme une participation. C'est-à-dire que quand tu produis du lait pour être citoyen, il faut que tu en produises dans une certaine quantité voulue, désirée par tes concitoyens. Alors ça renvoie en fait à la question des entreprises. Les entreprises, si tu veux, la société ne leur dit pas combien elles doivent produire. Elle fixe une limite à partir de laquelle elle va considérer une limite de vente à partir de laquelle elle va considérer que l'entreprise a rempli sa tâche, a rempli au moins ce qu'on attend d'elle. Le jeu de la concurrence, parce que les entreprises sont en concurrence, fera qu'en réalité, les entreprises ne s'occuperont pas en fait de cette question-là, de cette limite.
Elles feront ce qu'elles ont à faire pour satisfaire leurs clients. Mais donc, une entreprise doit, alors pour utiliser un terme que l'on comprend aujourd'hui, doit vendre. Elle ne doit pas produire, elle doit vendre. Ça veut dire qu'elle doit satisfaire une clientèle. Et je ne sais plus ce que tu me poses comme question. Si je ne produis pas assez. Voilà. En fait, c'est pas la question, c'est pas si je ne produis pas assez, c'est si je ne vends pas, si je ne vends pas assez. Ben, si je ne vends pas assez, ça veut dire que mon produit, les gens n'en veulent pas ou n'en veulent pas. En tout cas, je n'ai pas assez de clients. Et dans ce cas-là, il y a des sanctions. C'est pas. Alors, on pourrait dire que ça y est, on perd la citoyenneté, etc. C'est pas aussi radical. Des fois, ça peut m'arriver de le dire. Tu vois, tu n'as pas rempli ton devoir, tu n'es plus citoyen. Je peux dire des choses comme ça, mais en pratique, c'est pas aussi radical. En pratique, il y a des sanctions qui ne te font pas perdre la citoyenneté, mais qui sont assez stimulantes pour que tu fasses ce que la société attend de toi. Donc, dans le système tel que je l'ai imaginé, une des clés de voûte, c'est, paradoxalement, pour les actifs, c'est la retraite. En fait, dans ce système-là, un retraité, c'est quelqu'un qui a le droit de ne plus participer à la vie de la société, en étant toujours évidemment citoyen, en ayant toujours le droit d'accéder au marché. Mais comme aujourd'hui, pour accéder à la retraite, il faudra avoir... Alors, je ne dis pas travailler, je dis participer. Participer, c'est plus large que travailler. Il faudra avoir participé à la vie de la société pendant un certain nombre d'années, fixé par la loi. Bon, disons un truc arbitraire, 40 ans. Eh bien, dans la cité, une des sanctions, c'est du temps négatif. C'est-à-dire que une entreprise avait le devoir de faire je ne sais quoi. Elle l'a fait en partie, mais pas, elle n'a pas rempli tout à fait les attentes de la société. Donc il y a des sanctions qui sont peut-être proportionnelles au manquement de l'entreprise. Et donc ce sera du temps négatif. Par exemple, un mois de temps négatif. Disons que ce serait par an. Alors moi j'ai imaginé que ce serait tous les ans, par exemple. Il y aurait un contrôle, mais en fait le contrôle serait automatique. Ce serait par informatique. Le fait qu'il y ait des cartes civiques, en fait tout est informatisé. Il y a personne qui contrôle rien. À partir du moment où l'entreprise a ses conventions, j'appelle ça des conventions, ben, ça y est, la machine est sur les rails et ça se fait tout seul, quoi. Et donc, si l'entreprise ne remplit pas ses résultats, il y a des sanctions automatiques. Et évidemment, comme une entreprise est quand même censée fonctionner, au bout d'un certain nombre de sanctions négatives, elle peut être carrément mise en liquidation. Parce que la cité n'a pas non plus pour but d'entretenir des branches mortes. Tu vois, c'est comme ça en fait que ce qui est périmé disparaît. En fait, il faut créer de manière artificielle ce qui se fait aujourd'hui naturellement dans le système monétaire. Une entreprise qui ne vend pas ne fait pas de bénéfices, et si elle ne fait pas de bénéfices, elle disparaît. En fait, c'est la même chose. Dans ce système-là, si personne ne veut de vos produits, alors on peut imaginer. Dans ce système-là, il y a quand même un aspect plus souple. C'est que la société peut décider, c'est vrai que ce domaine-là, il y a peu de clients, mais ça fait partie du patrimoine, par exemple. Et à ce moment-là, donc, on permet à l'entreprise de continuer dans des conditions différentes. Mais donc, là, on sort un peu du cadre normal, quoi. Mais c'est une chose qui est possible. Aujourd'hui, cela dit, aujourd'hui, c'est aussi un peu possible. C'est les pouvoirs publics qui vont décider, on va financer cette activité-là. Bon, le problème, c'est que il y a tellement de choses à financer que dans notre système, on ne finance pas tout. Et que c'est comme ça qu'on rase on détruit notre patrimoine, on le vend, on le brade, on le laisse à l'abandon, etc. Dans la cité, ça, non, la cité justement pourra entretenir son patrimoine notamment, quoi. Donc, si j'ai bien compris, une entreprise a des quotas minimums à remplir. De vente. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de vente. Il faut qu'elle satisfasse une demande. Il faut qu'elle ait un certain nombre de clients. Alors de clients. Alors, il peut y avoir en fait deux choses. Nombre de clients et quantité de produits, par exemple, écoulés. Il peut y avoir les deux critères. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle un commerçant, comme je le disais tout à l'heure, ne pourra pas tout vendre à un seul client. Parce que lui, il a besoin d'avoir un certain nombre de clients. Comment fait-on, par exemple, comment définir le quota en fonction de... Ça, c'est en fonction de l'activité de l'entreprise, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de son utilité sociale, sa situation géographique.
Sa situation géographique, c'est-à-dire. Quand on est à Paris, c'est pas la même chose que quand on est au fin fond de la Creuse. Tu veux dire qu'une entreprise à Paris n'a pas les mêmes quotas? Ben non, déjà, il n'y a pas le même nombre de clients déjà au périmètre. Donc forcément, on peut pas exiger la même chose de gens qui sont dans des conditions totalement différentes. Et dans ce que j'appelle les conventions sont fixées par des commissions de citoyens tirés au sort. Et en fait, il faut bien comprendre que les conventions sont des choses simples à fixer, qui demandent simplement du bon sens. On n'a pas besoin d'être un spécialiste. Et du reste, les commissions elles-mêmes pourront faire appel à des spécialistes dans certains domaines pour pouvoir fixer les conventions d'entreprise dans des domaines très particuliers. Bon, en fait, c'est l'humain en fait qui décide. Donc c'est pour ça que c'est un système qui est très souple. En réalité, on peut croire que c'est rigide, mais en réalité, c'est très souple. Donc je disais, par exemple, un bistrot à Paris, on peut exiger d'un bistrot à Paris qu'il ait un certain nombre de clients. Évidemment, dans un petit village, on ne peut pas exiger. Alors, le bistrot a une utilité dans un village autre que le bistrot en vérité. Donc, il peut être utile qu'un bistrot existe, mais évidemment, on ne peut pas exiger qu'il ait le même nombre de clients qu'un bistrot en plein 16e ou en plein Saint-Germain. Tu vois, c'est pas possible. Mais ça, évidemment, les hommes ne sont pas abrutis. Ils ne sont pas totalement stupides. Dans un petit village de 3000 habitants, on se doute bien que ça ne va pas être les mêmes tous les soirs. Tiens. Non, donc voilà. Et que se passe-t-il si mon entreprise produit des objets de mauvaise qualité? J'ai répondu. Cela dit, aujourd'hui, on produit de la merde et ça se vend. Alors peut-être que ça se vendra aussi chez toi, hein. Mais a priori, si elle produit des produits de mauvaise qualité, sa demande va diminuer et tôt ou tard, elle va peut-être passer en deçà de ce qu'on exige d'elle et à ce moment-là, elle prendra des sanctions. Alors les sanctions, donc j'ai dit c'était du temps négatif. Mais qui reçoit du temps négatif? L'entreprise est une personne morale. En fait, en pratique, ce sont les employés. C'est chaque employé de l'entreprise qui prend du temps négatif. Le même. L'entreprise, par exemple, prend un mois, tous les employés se prennent un mois de temps négatif. Donc, ça incite un petit peu à ne pas en prendre. Ça incite un petit peu à faire son travail, quoi. Ça incite à ce que les gens soient totalement impliqués dans la vie de leur entreprise, quoi. Tout à fait. Là, on aura le fameux esprit d'entreprise qu'on essaie d'avoir aujourd'hui en payant un gens au lance-pierre. Évidemment, ça ne peut pas marcher, hein. Quand vous faites de boulot, que c'est jamais vous qui touchez le pognon, vous n'êtes pas très motivé en réalité. L'entreprise, ça ne vous dérange pas d'en changer. Quand on sait d'ailleurs comment les entreprises traitent leurs employés, du jour au lendemain, vous virent, aucune reconnaissance, rien. Comment comment peut-il y avoir l'esprit d'entreprise aujourd'hui? C'est pas possible. C'est une vue de l'esprit. Alors que dans ce système-là, là, il existera l'esprit d'entreprise. En fait, l'esprit d'entreprise n'est jamais que l'esprit de corps. Et on a l'esprit de corps quand tout le monde est dans la même galère. Quand tout le monde subit de la même manière, quand tout le monde profite de la même manière. Si je vous suis bien, les entreprises ont également l'accès libre au marché. Oui. Alors, les particuliers et les entreprises, en théorie, donc ont tous accès libre. Enfin, ont tous, oui, accès libre au marché. Il va de soi néanmoins que les particuliers, leur pouvoir d'achat sera bridé en réalité. Il sera bridé de telle manière qu'ils ne le ressentiront pas. Mais il sera quand même bridé. Et donc les entreprises, elles, auront des cartes qui donneront accès à des choses auxquelles les particuliers n'auront pas accès, par exemple. Déjà, ne serait-ce qu'en termes de quantité. Une entreprise pourra acheter des choses dans des quantités industrielles, précisément. Évidemment, un particulier n'aura pas l'accès aux biens dans des quantités industrielles. Alors, même si la limite est très élevée, elle sera peut-être tellement élevée qu'il ne l'atteindra jamais. D'ailleurs, il y a plein de domaines dans lesquels les particuliers il n'y aura même pas de limite, puisque un particulier ne pourra pas. C'est pas la peine en fait de faire des choses qui n'ont pas de sens. Si tu veux, c'est un peu comme en montagne. Il n'y a pas de barrière dans la montagne. T'as beau être au bord d'un précipice, il n'y a pas besoin qu'il y ait une barrière pour te dire de ne pas sauter, quoi. Tu sais qu'il ne faut pas sauter, quoi. Voilà.
Finalement, c'est normal qu'un médecin ou un ingénieur ait plus de droits qu'un agriculteur ou un plombier, non? Ben non, sous quel rapport c'est normal? Ben, ils sont complémentaires, l'ingénieur il mange aussi, hein. Il mange ce que fait l'agriculteur, hein. Sans l'agriculteur, ton ingénieur, il ne survit pas longtemps, hein. D'ailleurs, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Dès qu'on se retrouve dans des situations différentes, on se rend compte que finalement, les gens que l'on méprise un petit peu aujourd'hui, ils sont quand même nécessaires, quoi, tu vois. Le mec qui est manuel, qui fabrique quelque chose de vrai, on a besoin de lui, hein. Et en fait, quand on discute, rapidement, les gens sont amenés à te dire, ouais, mais du coup, il faudrait alors payer plus le manuel. Mais non, mais c'est comme on fait par exemple les communistes. C'est-à-dire, il faut payer plus le manuel que le médecin. Mais non, c'est faux aussi, c'est une logique fausse. On a besoin de tout le monde. Tout le monde est complémentaire. Alors, je sais très bien pourquoi on dit que alors déjà, on prétend parce que ils sont plus intelligents, parce que alors, il y a une question pratique par rapport à la question notamment des médecins qui font des études longues. Mais c'est que comme ils n'ont pas fait ils ont fait des études longues et qu'ils n'ont pas été payés, mais ils se rattrapent après. Dans la cité, ça marche pas. Cet argument ne tient pas. Dans la cité, en fait, on est citoyen à partir du moment où on fait des études supérieures. Donc, à partir du moment où on fait des études supérieures, on a accès libre au marché, comme tous les citoyens. Donc, et puis de toute manière, on peut pas avoir on peut pas avoir plus que libre accès, quoi. On peut. Je rebondis là-dessus. Ça veut dire que les étudiants ont la carte d'accès libre au marché. C'est ça. Ils sont citoyens. Ils sont évidemment tenus de réussir. Moi, c'est ça que j'allais dire. Pourtant, ils remplissent pas de devoirs envers. Bah, ils remplissent peut-être pas de devoirs à l'instant, mais les études qu'ils font sont a priori nécessaires pour remplir certaines fonctions. Il faut, il faut bien que dans la société, il y ait des gens fassent des études qui vont permettre de pouvoir pourvoir certains postes. Donc c'est reconnu, en fait, c'est pour ça que c'est reconnu comme un travail. C'est reconnu comme une forme de participation. Mais du coup, c'est tenu aux mêmes obligations de réussite. Oui, c'est ça. Que se passe-t-il si l'étudiant rate et est en échec? Alors, il peut y avoir des sanctions progressives. Quand je dis progressives, je veux dire que premier échec, par exemple, on peut passer dessus. Deuxième échec, là, on peut prendre du temps négatif. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il commence ses études, déjà, il sait qu'il va repousser l'âge de sa retraite. Tu vois, bon. Ce qui, en vérité, est une sanction purement psychologique, hein. Parce que les faits... En plus, vivre en tant que citoyen, travailler dans les conditions de la cité, etc., ce sera une sinécure, en fait, en vérité. Mais bon, psychologiquement, déjà, c'est-à-dire être sanctionné, psychologiquement, c'est pas agréable. Et donc, je sais pas, donc, première année, on dit rien, deuxième année, 1 mois, troisième année, 6 mois. Eh ben, quatrième année, fini, quoi. Et par exemple, d'ailleurs, même, tu peux avoir droit à redoubler, je parle d'un étude supérieure, hein, deux fois ou 3 fois. Mais après, ça, c'est la loi, en fait, qui décidera, hein. Tu vois, on peut en discuter. Moi, je peux te dire des choses, mais il y a des choses. On peut imaginer le principe de la solution, mais après, concrètement, qu'est-ce que la société adoptera, ce sera à elle de le dire, hein. Voilà, et puis, en France, ce sera ça. À l'étranger, ce sera peut-être autre chose. Ce sera différemment. En fait. Après, c'est une question de loi. Ça, c'est pas une question de principe, c'est une question de loi. Mais le fait est que les études seront possibles et évidemment, le but sera quand même de réussir. Pour servir la société, en fait, au final. Si les entreprises ont l'accès libre au marché, est-ce que ça ne va pas augmenter la pollution? Puisqu'elles pourront acheter tout ce qui est possible. Alors la question de la pollution, déjà, est totalement liée au système capitaliste, hein, où on produit pour vendre, on produit pas forcément dans les meilleures conditions pour augmenter les marges de profit. On produit des produits de mauvaise qualité pour avoir toujours des clients, ce qu'on appelle, sur-moi le mot, on limite la durée de vie des produits. Ah, l'obsolescence programmée. Voilà. Tout ça, c'est une logique capitaliste. Aujourd'hui, on gaspille, on n'est pas dans mon système. Par contre, dans mon système, paradoxalement, on pourra mettre en œuvre toutes les techniques qui permettent de ne pas polluer
toutes les techniques de recyclage. Déjà, en plus, quand les gens auront acheté des produits qui leur plaisent, a priori, ils vont pas en changer le lendemain. Quand ils auront acheté des produits qui fonctionnent, qui se cassent pas, ils sont pas en panne tous les 2 jours. En fait, c'est un système qui permettra paradoxalement de moins gaspiller, quoi. Et puis, comme je le dis, le problème c'est pas tellement de consommer, le problème c'est de savoir si on peut retraiter. Il est là le problème. Tu as des systèmes qui fonctionnent en boucle. Par exemple, tu prends, je sais pas, pour l'eau par exemple, tu as des systèmes qui fonctionnent sur un bateau, ça fonctionne en boucle. Donc, tu peux consommer autant d'eau que tu veux, c'est rejeté, c'est recyclé. Donc tu vois, ça, c'est pas un problème. En fait, le problème c'est pas la consommation, c'est comment on traite les déchets, quoi. Il est là le problème. Et aujourd'hui, évidemment, c'est maltraité, quoi. D'accord, donc si l'entreprise a l'accès au marché, elle peut acheter les meilleures technologies en fait. Oui, c'est ce que je dis, ouais. Non seulement elle le peut, mais elle le devra. Par exemple, dans ce système-là, on peut imposer des choses à l'entreprise, ça lui coûte rien. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'on sait que ça leur coûte de l'argent. Alors on peut le faire, mais ça, malgré tout, ça leur coûte de l'argent et en fait, finalement, on le fait pas. C'est ce qui s'était passé, par exemple, avec l'histoire du pot catalytique. Le pot catalytique, pour moins polluer, avait été envisagé, mais comme le coût serait retombé sur les consommateurs, qui était un coût élevé, on y a renoncé. Dans ce système-là, si à l'instant T, on n'a pas d'autre solution que le pot catalytique, on dit, à partir dans 6 mois, c'est pot catalytique pour tout le monde. Et puis, il y aura des pots catalytiques. Et ça coûte pas plus cher à l'entreprise. Déjà, ça fera travailler l'entreprise qui les fabrique, et ça ne coûtera pas plus cher aux consommateurs, aux citoyens. Donc, si je suis la logique, on arrêtera de produire des produits de mauvaise qualité, quoi. Puisque personne ne les achètera. Oui. En fait, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure. Alors, déjà, évidemment, une chose qui est quand même évidente, c'est que si les gens ont les moyens. Alors, je sais bien que avec le système actuel, on a forgé des goûts de merde. Donc, il y a des gens qui aiment la merde. Tu vois, c'est bon. Mais de manière générale, si les gens, tu leur offres la possibilité d'acheter un bon produit ou un produit de merde, en général, s'ils sont libres de choisir, ils vont quand même vers le produit le meilleur, en tout cas qui leur semble le meilleur. Donc, dans ce système-là, les entreprises qui produisent des produits de mauvaise qualité perdront leurs clients. Et donc s'exposeront aux sanctions. Et donc, à terme, seront liquidés, quoi. En fait, le civisme, c'est du libéralisme sans capitalisme. D'accord, parce que les entreprises sont toujours en concurrence. Oui. Les citoyens sont libres d'accéder au marché. Sauf que il n'y a plus l'argent qui nous freine, quoi. Oui. Mais l'argent, enfin la monnaie, est un facteur limitant. La preuve, l'exemple le plus simple, c'est le péage sur les autoroutes. On n'a jamais accéléré, on n'a jamais fait accélérer la circulation en mettant un péage, hein. Ça n'empêche pas de passer, mais ça freine. On a toujours cru que l'argent permettait les choses. En fait, l'argent ne permet pas les choses. L'argent empêche beaucoup de choses. Mais l'argent empêche toutes les choses pour lesquelles les gens n'ont pas l'argent. Alors que dans ce système-là, en fait, tout le monde a les moyens de tout faire. Quand je dis qu'ils ont les moyens de tout faire, dans la mesure où ils ont accès au marché, si les entreprises qui produisent ou qui rendent des services dont les citoyens ont besoin existent, les citoyens sont satisfaits. Une petite commune, par exemple, si elle a besoin de faire réparer sa route, sa toiture, son école, etc., tout en même temps, elle fait appel aux entreprises qui font les travaux en question, et toutes les entreprises qui sont disponibles à ce moment-là, elles viennent et font les travaux. Et la petite commune, qui aujourd'hui n'a les moyens de rien, qui rase, qui a des nids de poules partout et qui rase son église parce qu'elle n'a plus les moyens, là, même une petite commune pourra tout faire en même temps. Le premier devoir de tout citoyen, c'était de participer à la vie de la cité. Selon ce qu'elle considère comme une participation. Sous quelle forme? La première forme, c'est donc la sécurité, défendre les autres citoyens. Oui, en fait, c'est même ça, c'est presque à part, en fait. Ça, c'est
Le premier devoir du citoyen, c'est de défendre ses concitoyens et la cité. Puisque la raison d'être de la société, c'est de garantir la sécurité de ses membres. Donc la sécurité ne tombe pas du ciel, ce sont les citoyens qui la génèrent. Donc la première chose, c'est de défendre ses concitoyens. Et participer à la vie de la cité, en fait, c'est l'autre devoir qui englobe effectivement beaucoup de choses. Ça peut même effectivement englober toutes les actions nécessaires pour remplir ce devoir de protéger ses concitoyens. Donc, participer à la vie de la cité, effectivement, c'est un devoir, c'est un sens très large. Si on l'applique à aujourd'hui, évidemment, la première forme de participation, c'est le travail. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le travail. C'est-à-dire faire partie d'une entreprise qui produit des choses à destination d'une demande. Une autre chose assez courante, et qui aujourd'hui n'est pas reconnue, c'est l'activité de mère au foyer. Je dis bien mère au foyer, je dis pas femme au foyer. Parce que pour moi, ce qui justifie qu'on reste au foyer, c'est effectivement qu'on s'occupe d'enfants. Sinon, sinon c'est pas tellement justifié, quoi. Même aujourd'hui, une femme toute seule est bien obligée de travailler. Par contre, à partir du moment où on est mère et que la société a besoin qu'on s'occupe des enfants. D'ailleurs, même aujourd'hui que les gens ont besoin d'argent, des fois, c'est pas toujours évident d'avoir des enfants, de travailler en même temps, parce qu'on ne sait pas comment les faire garder. Donc, à un moment donné, il faut bien quelqu'un qui garde les enfants, quoi. Oui, vous voulez dire que si... Et donc, l'activité de mère au foyer sera reconnue, en fait, comme une activité. Oui, c'est ça, c'est que si la mère au foyer ne s'occupe pas de ses enfants, quelqu'un d'autre devra de toute façon remplir ce devoir. De toute manière, ouais. Donc il faudra quand même donner une carte à cette personne-là, donc autant la donner tout de suite. Alors, je dis bien que les mères, d'ailleurs, les mères, c'est même pas les mères, c'est dans un couple. Oui, il y a des conditions. Il y a des conditions, il y aura effectivement, en tout cas, encore une fois, là, on retombe dans le domaine des lois particulières, que moi je peux imaginer, et qui pourront très bien être autres dans un autre pays, par exemple. Mais tel que moi j'ai imaginé la chose, il n'y a que les femmes mères, c'est-à-dire les épouses mères au foyer. Il n'y a que ça qui justifie en fait de rester au foyer et d'être citoyen, de mériter la citoyenneté par cette activité-là. Oui, si vous êtes toute seule avec vos chats, vous ne remplissez pas de devoirs envers la société. Voilà. La société, en retour, vous donne le droit d'accéder librement à tout. Donc il faut quand même bien quand on est... Ça, c'est effectivement, c'est une chose que ne prend pas en compte le système actuel, toutes ces activités périphériques qui sont utiles à la société. Effectivement, il ne résulte pas une production, mais quelle est la production d'une mère au foyer? C'est des enfants, c'est des futurs citoyens en réalité. Mais ça, c'est du tellement long terme qu'en réalité, le système actuel ne le prend pas en compte et ne peut pas le rémunérer. On ne sait même pas rémunérer les gens qui ont travaillé toute leur vie. Donc, quelqu'un qui n'a même pas travaillé au sens où on l'entend aujourd'hui, ça n'existe même pas, quoi. Alors que pourtant, c'est une vraie activité. Mais bon, inversement, par une mère, une épouse, mère ou mère toute seule qui voudra travailler pourra le faire, mais cette fois-ci, elle aura les moyens de la faire garder, mettre ses enfants dans une crèche, etc. etc. Les gens auront les moyens qu'ils n'ont pas aujourd'hui, quoi. En tout cas, que tout le monde n'a pas aujourd'hui. Mais il n'y a pas des métiers plus pénibles? Quelqu'un qui travaille, qui se casse le dos avec un métier. Mais la pénibilité est quand même une chose de très relative, hein. D'abord, ce que moi je peux considérer comme pénible, c'est pas forcément la même chose que ce que toi tu vas considérer comme pénible. Tu sais, t'as des gens qui restaient assis toute la journée, pour eux c'est pénible. Qu'est-ce que la pénibilité? Alors après, il y a des choses qui objectivement sont plus usantes que d'autres. Ça c'est un. Mais bon, alors quelles seront les conditions de travail dans la cité? Ça se trouve que des choses qui sont pénibles aujourd'hui le seront beaucoup moins dans la cité, où les entreprises auront accès à tout, ou à tout le matériel, pourront faire évoluer le cadre de chaque poste, avoir des machines pour différentes choses, alléger le travail. Donc
la pénibilité, ça devient quand même très relatif. Tu vois, tout à l'heure, en aparté, on parlait des mines. Le travail des mines aujourd'hui, c'est pas du tout le travail des mines du 19e siècle. Tu vois, donc c'est un mec qui pousse des boutons, avec des pelleteuses, etc. Est-ce que c'est, tu vois, c'est comme les conducteurs de locomotives. À l'époque, les mecs, ils avaient une pelle, ils rentraient du charbon. C'est pas la même chose que de conduire, de piloter avec des boutons et des joysticks, tu vois, dans un TGV. La pénibilité, c'est relatif, quoi. Alors, si effectivement on constate que certaines activités sont particulièrement pénibles, d'ailleurs, c'est difficile à constater parce que c'est sur le long terme. C'est sur des périodes de 50 ans, 60 ans. Parce que sur ces périodes-là, on peut constater qu'effectivement, dans telle activité, les gens meurent plus vite, par exemple. Et on le constate 50 ans après. Donc. Bon. Mais si, de manière a priori, la société pourra effectivement dire, dans tel domaine, on considère que ces activités-là sont plus pénibles, plus usantes, eh bien, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, le temps à travailler pour atteindre la retraite, le coefficient sera par exemple supérieur. Voilà, ce sera justice parce que, et ça peut être aussi une manière ce système de coefficient pourra être aussi utilisé pour inciter les gens à aller dans des domaines où précisément ils ne se précipitent pas. Il manque de gens dans un domaine, eh bien, on offre des conditions favorables, enfin des avantages, pour faire venir les gens, quoi, pour que des gens s'y collent. Vous répondez déjà à ma prochaine question. Oui, parce que tout se tient. Donc, quand on répond à une question, en fait, pour bien faire, il faudrait répondre à tout d'un coup. C'est difficile, c'est compliqué, c'est pas possible. Forcément, il y aura des métiers moins prisés que d'autres, et pourtant dont on a besoin. Ouais, mais la question, alors, déjà, ça c'est une chose qu'on pose comme ça en théorie, mais c'est pareil aujourd'hui. Les métiers moins prisés sont-ils moins pourvus? Ben non, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas la capacité de faire autre chose ou qui n'ont pas l'opportunité, la chance de trouver autre chose à l'instant T et qui font des choses qui ne nous viendraient même pas à l'esprit. Et pourtant, il y a bien des gens qui le font. Mais dans ce système-là, c'est pareil. C'est pas la société qui vous donne un travail, c'est à vous de le trouver. Donc, à un moment donné, il faudra. L'avantage, ce qu'il y a, c'est que dans ce système-là, vous n'êtes pas pénalisé par le travail que vous faites. Alors, vous ne pouvez pas reprocher à la société de ne pas vous donner tout son possible. Quel que soit le travail, vous êtes citoyen. Quel que soit le travail, vous avez accès libre au marché. Donc la société ne vous pénalise pas, quel que soit le travail que vous faites. Alors dans votre système, je décide de produire un légume par jour. J'aurai droit à la carte civique? Ben non. Ça dépend s'il est très très gros. Non, mais ça veut rien dire. Non, mais de toute manière, la question déjà, c'est pas je décide. C'est vous avez une entreprise qui est dans tel domaine. Vous allez voir la commission des conventions, elle vous dit, pour qu'on reconnaisse votre activité, pour qu'on reconnaisse que cette activité vous mérite en retour la citoyenneté, il faudra avoir tant de clients. Donc ça, voilà. Donc, si on vous dit, il faut que vous ayez, alors c'est par an, hein, c'est pas par jour. Après évidemment sur l'année, on fait un calcul par jour. Mais disons sur l'année, il faut que vous ayez 500 clients. Mais si vous avez un client, si vous produisez un radis par an, c'est comme si vous n'avez rien fait, quoi. C'est voilà. Non seulement c'est pire, hein, c'est que vous avez truandé la société. Là c'est prison, quoi. Là je pense que en fait ces conventions, comme je l'ai dit, en vérité les entreprises n'en tiendront pas compte parce qu'elles seront en concurrence. C'est juste pour que la cité en fait ait un moyen de déclencher ou la citoyenneté ou des sanctions. Et évidemment, quand on s'aperçoit qu'une entreprise n'a rien fait du tout, là, c'est de l'escroquerie finalement. Oui, qui sera sanctionné. Alors, ça pourrait être sanctionné par du temps négatif, mais à un certain niveau d'escroquerie, je pense que ce sera de la prison carrément, quoi. Enfin, est-ce qu'on peut perdre sa carte civique pénalement? bien sûr. Si on va en prison,
Par exemple, pour un délit important, comme aujourd'hui, alors évidemment, déjà, dans la cité, la plupart des délits qui existent aujourd'hui vont disparaître. Hein. Il y aura les prisons, il y aura encore des prisons, mais elles seront beaucoup moins pleines qu'aujourd'hui, hein, forcément. Parce que les trois quarts des délits sont liés à l'argent, si ce n'est plus. À part les congénitaux, les criminels congénitaux, c'est quoi la proportion de vrais criminels dans les prisons, c'est peut-être du 1%, quoi, j'en sais rien. Donc en fait, les prisons sont vides. Hein. S'il n'y a plus d'argent, sans argent, en fait, la motivation du crime disparaît. Hein. Du crime, je veux dire, du délit, de la délinquance, du vol, tout ça, ça disparaît. Donc il y aura très peu de délits. Quoi. Oui, d'ailleurs, ça sert à rien de voler dans le système puisqu'on peut même pas revendre. Ah oui, oui, non, mais ça n'a plus de sens, tout ça, ça n'a plus de sens. Mais ceci étant, on peut perdre la citoyenneté autrement. Euh, Par exemple, on a le droit. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du temps à travailler pour pouvoir accéder à la retraite. On a droit aussi, moi j'imagine qu'il faudra instaurer un système de crédit temps chômage. Enfin, voilà, un crédit temps chômage, je sais plus comment j'appelle ça, enfin c'est un truc comme ça. C'est-à-dire que par exemple, dans sa vie, un citoyen aura le droit de ne pas travailler en fait, c'est-à-dire le chômage au sens littéral, de ne pas travailler tout en étant citoyen pendant, par exemple, il aura un crédit de 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'il doit l'utiliser, mais il a un crédit de 3 ans. Pourquoi? Parce que on est dans une entreprise, les choses évoluent, une entreprise peut être très bien fermée, quelqu'un peut avoir besoin de prendre un peu de vacances, de s'aérer l'esprit ou je ne sais quoi. Donc, sur 3 ans sur une année, sur une vie, c'est pas forcément, c'est pas très long en soi, mais ce temps-là devrait être restitué. C'est du temps négatif. En même temps que les 3 ans en fait génèrent du temps positif sur la carte, ça génère autant de temps négatif. Donc il faut les récupérer. À l'arrivée, si quelqu'un, on a 3 ans, mais celui qui prend ces 3 ans, ça veut dire qu'il aura 3 ans de plus à travailler pour atteindre la retraite. Ouais, d'accord. Bon, ce qui n'est pas forcément une bonne affaire pour la société en réalité. Hein. Mais c'est quand même assez dissuasif pour. Ça évite que les gens croient que c'est tout bénef. Bon. Mais ceci étant, imaginons qu'il y ait des crétins qui, qui se lancent, qui consomment leurs 3 ans. C'est un parachute de sécurité. Ça veut dire que s'il a bousillé son parachute, ben le jour où il y a un pépin, il est plus citoyen. Là, il la perd la citoyenneté, là, pour le coup. Là. Mais c'est la règle du jeu. Il n'y a plus de temps négatif. Là, il n'y a plus de temps négatif, il n'était plus citoyen du tout. Là. C'est le temps crédit chômage, c'est fait pour être une sécurité. Si tu la bouffes comme un idiot, ben c'est tant pis pour toi. Hein. Là, effectivement, ça pourrait être un cas, par exemple, où on perd de la citoyenneté. Parce qu'après, même les entreprises, par exemple, liquidées, ben, une entreprise est liquidée, le citoyen, l'employé qui fait partie de l'entreprise, active automatiquement son crédit de temps chômage. Le temps de trouver un autre. Voilà, le temps de trouver autre chose, qu'il trouvera d'ailleurs très rapidement. Dans ce système-là, il n'y a pas de chômage. Oui, mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chômage? Ben, c'est simple. Les citoyens peuvent accéder librement au marché. La demande, d'un point de vue théorique, est infinie. Ben, si la demande est infinie, l'offre, elle, est finie. Ce qui veut dire que l'offre peut augmenter jusqu'à ce que jusqu'au maximum, c'est-à-dire jusqu'au plein emploi, et elle n'atteint pas encore la demande. Donc en fait, c'est une situation qui est en équilibre parce qu'elle est fondamentalement déséquilibrée. On est toujours au plein emploi parce que la demande est toujours supérieure à l'offre. Alors ça, c'est de la théorie. On peut imaginer qu'en pratique, la demande réelle baisse, même en deçà de l'offre. Mais dans ce système-là, il y a des moyens d'activer. Enfin, il y a la cité a des solutions qui n'existent même pas aujourd'hui. Ben, par exemple, on peut baisser on peut baisser les conventions, on peut baisser le temps de retraite. Enfin, il y a des leviers en fait qui permettent de faire justement baisser l'offre. Sans évidemment de faire baisser, mais sans nuire aux droits des citoyens.
si je produis des légumes et toi du lait, on met notre production en commun, la logique voudrait que plus nous sommes nombreux et plus le produit commun est massif et plus l'accès libre est possible. Mais si nous ne sommes que 200, la production sera forcément limitée, ça ne peut pas fonctionner. Oui, mais c'est pour ça d'ailleurs que ça ne fonctionne pas. Cette théorie-là ne fonctionne pas pour les petites communautés. Et cette théorie-là est une société d'avenir, est une théorie d'avenir. On a dit que ça va utiliser la technologie des cartes de l'informatique, des cartes à puce. Mais cette technologie-là arrive aussi à l'époque de la production de masse, de l'industrie, etc. Une petite communauté, on ne produit pas en masse. Hein. On n'a pas la technologie, on n'a pas le potentiel pour produire en masse. Donc en fait, on ne peut pas appliquer le principe de l'accès libre. Ou, sauf exception, quoi, sauf cas particulier. En fait, une petite communauté, et c'est l'alternative, en fait, c'est la petite communauté pratique le partage et pas l'accès libre. Le rationnement. En fait, c'est ça, c'est le rationnement. Ouais. D'accord, donc l'inconvénient des petites communautés, c'est le manque de production industrielle. Oui, c'est en fait pour avoir un droit d'accès libre au marché, il faut évidemment en face une production massive. Sans la production massive, le droit d'accès libre au marché n'a pas de sens. Et Par contre, il y a un avantage aux petites communautés, c'est que tout le monde se connaît. justement, c'est précisément l'inconvénient. Je veux dire l'inconvénient quand on est dans une grande communauté, une grande société, c'est que précisément les gens ne se connaissent pas. Et c'est justement ce que permet l'inconvénient que permet de lever la technologie, la carte civique. C'est avec la carte civique, on atteste que quelqu'un est citoyen même si on ne le connaît pas. C'est à ça que ça sert en fait, à vérifier que quelqu'un a fait son travail, a fait ce qu'il devait faire vis-à-vis de la société, même si soi-même on ne le connaît pas. Quoi. C'est à ça que ça sert la technologie. Sans la technologie, on ne peut pas savoir ce que font les gens. Alors là, c'est la porte ouverte à toutes les escroqueries. Pas dans une petite communauté, justement. Mais dans une société de millions de gens, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Même aujourd'hui, d'ailleurs, ça se voit. Hein. Même dans le système monétaire, c'est l'escroquerie à tous les étages. Quoi. Dans une petite communauté, c'est plus compliqué. Alors, tu as des gens qui vont, par exemple, rejeter les principes que je développe, où il y a obligation de travailler, etc. Mais dans une petite communauté, tout le monde a l'obligation de travailler. Personne n'est là, rien à foutre. Hein. Parce que personne n'a droit à quelque chose en contrepartie de rien. Comme tu dis, pour avoir des droits, il faut remplir des devoirs. Si on trouve que c'est pas gentil, la société, c'est pas gentil, elle est tout seule sur une île déserte, on vous donne tout ce qu'il faut, mais vous allez voir que vous allez en chier pour manger. Hein. Autrement qu'en communauté. Hein. Et là, vous allez vous activer toute la journée pour crever de faim. Alors que quand on est en communauté, justement, l'union fait la force, on a besoin de faire moins d'efforts pour manger. Mais malgré tout, il faut quand même s'activer. On ne vous doit rien. Vous mangez, vous avez droit à des choses, mais parce que vous-même, vous contribuez à la production générale. Est-ce que c'est un projet mondial? Faut-il que la planète entière s'y mette pour que cela fonctionne? Non, en fait. Pas du tout. D'ailleurs, déjà, l'idée d'un projet mondial, c'est une vue de l'esprit. Il peut pas. Alors évidemment, c'est peut-être, ça peut paraître prétentieux, mais il me semble que cette théorie-là est quand même révolutionnaire. Et une révolution au niveau mondial, c'est une vue de l'esprit. Une révolution nécessite que des gens aient la même idée révolutionnaire au même moment. Alors déjà, une idée révolutionnaire, pour que des masses de gens l'aient, c'est compliqué. Mais alors que pour toute l'humanité ait cette même idée au même moment, ça n'a aucun sens. Déjà, en plus, les conditions qui rendent nécessaire une révolution ne sont pas elles-mêmes réunies partout en même temps. La technologie qui permet cette révolution-là n'est pas le fruit de tous les pays, de toutes les civilisations. C'est le fruit, en particulier, de la civilisation occidentale, des pays occidentaux. Cette révolution, en fait, aura lieu en premier dans un pays occidental, et pas dans tous les pays occidentaux. Que la plupart des pays occidentaux basculent rapidement dans ce système-là, c'est une chose.
Mais que la révolution, ça, déjà au niveau ne serait-ce que de l'Occident ou de l'Europe, à l'instant T, déjà rien que ça, c'est une vue d'esprit. Alors au niveau du monde, c'est même pas la peine d'en parler. Ça, Quand tu parles des conditions, c'est notamment le mode de production industrielle oui, oui, oui. pour l'accès libre. Non, mais il y a les conditions matérielles, mais les conditions psychologiques, les conditions, l'ensemble de ce qui fait une civilisation. Parce que la technologie moderne, elle n'est pas le fruit du hasard. C'est qu'on a une façon de penser, c'est qu'on a tout ça, ça évolue en même temps. On a une conception de la politique, on a une conception de ci, tout ça, ça fait partie de notre idiosyncrasie. Ah, j'ai trouvé le mot là. Collective, l'idiosyncrasie collective. Donc, il y a encore énormément de pays où il n'y a pas de base industrielle, où ils n'ont même pas de réseau informatique. Eux, ils n'en sont pas, dans leur étape dans leur histoire, ils n'en sont pas à cette étape-là. Quoi. Ils sont à une étape qu'on a connue nous, mais avant. Avant, on n'a pas. La révolution d'aujourd'hui, on l'a pas faite avant. Enfin, la révolution même, pas d'aujourd'hui, la révolution de demain. Même nous, on l'a pas encore faite. Même nous, on l'a pas encore faite. Alors que, en fait, technique, d'un point de vue pratique, on a tout pour la faire. Hein. On peut la faire demain. On aurait pu la faire hier, on peut encore la faire demain. Mais on la fera quand? Alors là, dans 10 ans, dans 20 ans. Pas dans 3000 ans. Hein. On la fera. Cette révolution-là, on la fera avant 2050. Ça, ma tête à couper. Quoi. Mais pas plus tard. Quoi. Mais nous, c'est nous. Nous, la France. Nous, la France, avec son passé, sa culture, etc. Sa technologie, son idéal. Tous les pays ne sont pas la France. Voilà. Oui, d'ailleurs, ce serait absurde de demander, par exemple, aux Chinois d'abolir l'argent, si nous-mêmes, on ne l'a pas déjà fait chez nous, quoi. Bah déjà... Après, alors, la Chine, c'est encore un pays particulier, parce que eux, ils sont quand même... C'est un pays compliqué, la Chine. Hein. Ils sont 2 milliards maintenant, un truc comme ça. Libre accès au marché pour 2 milliards. Ça peut être compliqué, tu vois. Là, le principe peut être, là, ça peut être le principe du rationnement. Alors peut-être un rationnement plus haut de gamme, disons haut de gamme, tu vois, mais le principe d'accès libre, c'est. Tu vois, après, tu vois, il y a des conditions pratiques qui aussi posent des problèmes. Hein. Sur le principe est une chose, après l'appliquer, c'est. Et puis il y en a qui peuvent pas du tout, de toute manière. Il y en a qui en sont pas là. La révolution ne sera pas mondiale, ça ne peut pas se faire, et en plus elle n'en a pas besoin parce que précisément une société peut abolir la monnaie en interne sans être coupée du monde. Comment? Une société qui fonctionne comme une société, comme une entité, a une production, on a vu qu'il n'y a pas de chômage, on a vu que c'est un système je cherche le mot, performant, voilà. Donc c'est un système qui produit. On produit, alors évidemment on produit en premier lieu pour les citoyens, mais on peut aussi produire suffisamment pour exporter. Alors, quel est le but de l'exportation en vérité? C'est pas de faire plaisir aux autres. Le but de l'exportation, c'est de vendre des produits exportés pour que la société, parce qu'évidemment pas les entreprises, même si elles vendent, elles n'ont pas besoin de l'argent, puisqu'elles fonctionnent sans. Mais que les entreprises de la société vendent pour que la société ait de l'argent pour justement financer ce qui devra venir de l'extérieur, comme notamment les matières premières, pour financer également d'une certaine manière les voyages des particuliers, des citoyens français à l'étranger. Là, après, c'est encore une autre question. Mais donc, en fait, comment ça fonctionnera? Tant que le monde sera monétaire, il le sera encore longtemps. En tout cas, dans certains pays seront monétaires encore très longtemps. Il faudra forcément que pour les échanges avec ces pays-là, il y ait de la monnaie. Mais c'est pas les individus, c'est pas les particuliers qui auront la monnaie, ce sera la société dans son ensemble. Pas d'argent en interne, on produit des produits de bonne qualité qu'on exporte. Avec cet export, on a un budget à l'international. Voilà. Mais cet argent, on ne l'utilise pas en interne. Pourquoi faire? Payer qui? Payer quoi? Ou on peut même troquer nos produits finis. Produits extérieurs, oui, pour l'échange extérieur. Oui. Après, de toute manière, la monnaie, comme on l'a dit au départ, ça met en œuvre le schéma du troc.
Donc effectivement, au niveau international, on peut aussi troquer, par exemple, matières premières contre produits finis. Des choses comme ça. Après, encore une fois, ça c'est du détail. Je pense que quand on a trouvé comment résoudre, comment dépasser la monnaie, ça c'est la gnognotte à côté, quoi. C'est des questions, ça se résout tout seul. Si je comprends bien, dans votre système, on paye par notre travail en fait. C'est ça, c'est comme un forfait. En fait, vous payez de votre personne, par votre travail, et une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, eh ben, c'est accès libre. En fait, alors, si vous voulez, dans le système actuel, vous travaillez, on vous donne de l'argent, 3 cacahuètes, et vous payez en détail après tout le reste. Dans ce système-là, vous faites votre devoir, on reconnaît que vous avez fait votre devoir, ça vous confère un statut qui, lui, vous confère le droit d'accéder librement aux choses. Mais de toute manière, prenons l'ensemble des citoyens, soumis aux mêmes conditions, donc chaque citoyen fait son devoir, chaque citoyen derrière a l'accès au marché, mais leur accès collectif est limité par ce qui est produit. Ils ne peuvent pas consommer plus que ce qui est produit. Hein. Donc en fait, quand on dit que c'est un accès libre, ça ne veut pas dire. Donc c'est un accès libre, c'est un accès en théorie illimité, mais en pratique il est forcément limité. Hein. Il est limité au moins par le produit commun. J'appelle, quand je dis le produit commun, on pourrait croire que c'est du communisme. C'est pas tout appartient à tout le monde, c'est pas ça. C'est le produit fait en commun par la combinaison des efforts de chacun. Quoi. C'est ça que j'appelle le produit commun. Et justement, expliquez-moi en quoi ce n'est pas du communisme. Ben, liberté de création d'entreprise, liberté d'accès au marché, convention fixée par rapport à la demande et non pas par rapport à la production. C'est un système en plus qui n'est pas politiquement, c'est pas du tout. Tous les systèmes communistes ont été des dictatures parce que c'est planifié, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Ce système-là sera une démocratie, mais une vraie démocratie, un système où les citoyens étant égaux en droit sur le plan économique, ayant le même poids politique. En fait, ce sera forcément une démocratie, c'est-à-dire un système dans lequel les lois seront faites ou au moins ratifiées par le peuple. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des conventions, des conventions et donc des commissions. Les commissions sont composées de citoyens tirés au sort. Et en fait, à tous les niveaux, il y aura des citoyens tirés au sort. Et là, la citoyenneté, alors en fait, ça amène la question de la nationalité. Quand je dis citoyen, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas des citoyens, c'est des citoyens nationaux. Parce qu'il y a cette différence aussi. Mais bref, en tout cas, ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, des Français, ils interviendront à tous les niveaux de la vie économique et politique. On peut même pas l'imaginer, parce qu'aujourd'hui, en fait, le citoyen n'a aucune fonction en réalité. Il est là pour juste, le citoyen est juste là pour donner une légitimité à des gens qui vont le plumer, à des gens qui vont vivre sur son dos toute leur vie. Quoi. Il sert à ça le citoyen aujourd'hui. Hein. Ça n'a aucun sens. Hein. Par exemple, un paysan dans la société, dans la cité, le paysan dispose de sol pour nourrir la société. En vérité, le sol ne lui appartient pas. En France, il peut appartenir de manière privée, ce qui est une aberration, mais il y a plein de pays au monde aujourd'hui, même aujourd'hui, où tu ne peux pas être propriétaire du sol, tu ne peux en être que locataire. C'est le cas par exemple, déjà en Angleterre. On ne peut pas être propriétaire du sol. Mais dans la cité, c'est pareil. Tu ne peux pas être propriétaire du sol. Si la société te concède du sol en termes d'outils de travail, c'est pour nourrir la société, c'est pas pour te faire plaisir. Tu vois, c'est pas pour affamer la société. Parce qu'imaginons que l'ensemble des paysans, voilà, ben, on leur a concédé du sol, on leur a prêté du sol, c'est-à-dire le sol en fait que souvent ils occupent depuis plusieurs générations. Hein. En réalité, en pratique, ça ne changera rien. Mais bon, imaginons donc que demain, les paysans décident, on ne produit plus rien. Ben, le sol de France est quand même fait pour nourrir la France. Et les gens qui nourrissent la France, ce sont quand même les paysans. Tu vois, si eux décident de rien faire, ça veut dire qu'ils assassinent la France.
c'est criminel en fait, quoi. Si on prend si on prend le truc de manière générale. Et en fait, à petite échelle, c'est déjà criminel, tu vois. Un paysan, et pourquoi garder du sol si t'en fais rien? Ben, à ce moment-là, tu le laisses à quelqu'un qui va en faire quelque chose. Le sol ne t'appartient pas. Que tu puisses, même le sol autour de ta maison, par exemple, ne t'appartient pas, quoi. C'est, tu n'es que passager que sur ce sol-là, quoi. Tu n'es pas, le sol ne peut pas. Et d'ailleurs, c'est comme ça. Tu vois, le problème, c'est remettre en cause ce que je dis là. Après, les gens ils vont te dire, ah oui, mais on vend les châteaux au Qatar. Eh bien, ouais, mais à partir du moment où tu n'as pas considéré que le sol appartenait à la nation, ben, il ne faut pas t'étonner si dans la même logique, on vend petit à petit notre patrimoine à droite à gauche. Dans mon système, c'est pas possible. Dans mon système, le sol et tout ce qui est une extension du sol, c'est-à-dire les bâtiments qui vont avec, appartient à la nation. Ça ne veut pas dire que c'est géré par la nation. Enfin, Tu veux dire que la propriété n'est jamais absolue, mais toujours relative? ah ben, mais tout est relatif. Un droit est relatif, de toute manière. Un droit est garanti par la société autant qu'il peut te le garantir. La sécurité n'est pas. D'ailleurs, tu remarques que je parle de droit à la sécurité, je ne parle pas de droit, comme on pouvait l'entendre à l'époque de la Révolution, du droit à l'existence ou du droit à la vie. Parce que la société, on est tous mortels, on ne peut pas te garantir le droit à la vie. Ce qu'on peut te garantir, c'est la sécurité. Et de toute manière, la sécurité, dans une certaine mesure, mais ça ne peut pas être absolu. On ne peut pas te garantir d'être toujours en sécurité, de ne jamais avoir de problème, etc. On ne peut pas te le garantir, c'est impossible. Tu me dis que un droit est généré par un devoir. Mhm. Alors, exactement, c'est pas tout à fait ça. Tes droits ne sont pas générés par toi. Tes droits sont générés par celui qui a des devoirs envers toi. De la même manière que toi, tu génères les droits de l'autre. Tu as, comme on disait, tu es en sécurité si je te protège. Le droit à la sécurité que tu as, c'est moi qui te le garantis. Et moi, je suis en sécurité si toi, tu me protèges. Donc, ma sécurité, le fait. Ça, après, c'est le principe qui permet de comprendre comment ça fonctionne par ailleurs. On ne génère pas ses propres droits. On génère des droits pour autrui. Mais comme on génère des droits pour autrui qui lui-même est censé remplir les mêmes devoirs envers soi-même, envers nous, et donc nous garantir ces droits-là, on a l'impression que notre droit est lié à notre devoir. C'est vrai, mais de manière indirecte. On ne génère pas directement ses propres droits. Mais c'est ça qui est dingue alors finalement dans le système monétaire, c'est qu'on se fait doublement plumer. C'est-à-dire que on remplit un devoir envers la société en travaillant, mais en retour on n'a pas les droits qui nous sont dus, quoi. Oui, parce qu'en fait, il y a un intermédiaire qui s'appelle la monnaie. Et via cet intermédiaire, en fait, on nous floue de nos droits. En fait, on ne reconnaît même pas la citoyenneté. En fait, la monnaie, ça détruit la société, et bafoue tous les principes de l'ordre social, et pire, fait oublier les principes. Alors qu'en fait, on voit bien c'est juste un voile. On est quand même complémentaires, on vit, de facto, on vit en société, et malgré tout, la monnaie nous oblige à nous faire la guerre en permanence, quoi. Mais ce n'est qu'un voile qui est jeté sur une réalité. Il suffit de retirer le voile et tout va fonctionner, quoi. En fait, c'est quelque chose qu'on a pu se rendre compte que seulement maintenant avec l'apparition du réseau informatique. Parce que nos ancêtres ne pouvaient pas imaginer tout à fait, ouais. valider la citoyenneté à grande échelle parce que justement, il n'y avait pas de moyen de la valider à grande échelle. En fait, il manquait les deux conditions qui sont, un, la production de masse. Pour l'accès libre. Pour l'accès libre. Et deux, la technologie pour vérifier la citoyenneté. Donc en fait, on est dans une époque, on va dire, charnière. Tout à fait, ouais. Ben là, de toute manière, on voit bien qu'on est dans une époque charnière. La monnaie elle-même évolue, il arrive au terme de son évolution. Elle en arrive à être virtuelle, à ne plus exister en fait, à ne plus avoir d'existence réelle. C'est ce qui rejoint d'ailleurs son départ,
son origine qui est une croyance. C'est ça, effectivement. Aujourd'hui, la monnaie se confond avec ce que j'appelle l'argent. La monnaie repose sur la confiance et l'argent est une croyance. Donc confiance, croyance, en réalité, c'est la même chose. Hein. Mais tout ça pour dire que la monnaie qui au départ représentait des objets réels, puis a eu des formes matérielles solides, puis solides mais abstraites comme les billets. Et maintenant, c'est plus rien. Maintenant, ce sont des chiffres sur un ordinateur, ça n'existe même pas, quoi. En fait, donc c'est quelque chose qui évolue et je vois pas comment ça pourrait évoluer encore plus, quoi. Là, maintenant, elle n'existe plus, en fait. Elle ne peut plus évoluer. Ça veut dire que c'est une chose qui évolue et qui est arrivée au terme de son évolution. Donc, en plus, là, le civisme explique quelle est l'étape suivante. Parce que le civisme, c'est l'étape suivante. C'est la carte à puce sans la monnaie. Mais pour ça, pour pouvoir mettre en œuvre, pour pouvoir passer à l'étape suivante, il faut concevoir évidemment les choses tout à fait autrement. Et c'est ce que fait le civisme. Vous avez parlé des contradictions du système monétaire. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Le système monétaire, la monnaie, repose sur la notion de valeur marchande. Comme on l'a vu, cette notion de valeur marchande est née avec le troc. En tout cas, elle est née il y a longtemps, très longtemps, des milliers d'années. Il va de soi que il y a des milliers d'années, on était dans des conditions légèrement différentes de celles qui sont les nôtres actuellement. Il y a des milliers d'années, on était dans un contexte de, disons, production artisanale. Et ce contexte-là a perduré jusqu'à, en fait, une époque très récente finalement. Il y a jusqu'à 2 siècles, jusqu'à 19e siècle, on était toujours là-dedans. Et c'est donc, le système monétaire est donc un système est donc un mode d'échange qui correspond ou qui est lié à ce mode de production. Et il semble quand même assez évident qu'il y a un lien entre le mode d'échange, les biens échangés, les biens produits et le mode de production. En fait, c'est finalement tout ça c'est la même chose. Sauf que le mode de production a changé, mais pas le mode d'échange. On est passé du mode de production artisanale au mode de production industrielle, et le mode d'échange, lui, n'a pas changé. Et toute la contradiction, à mon sens, vient de là, quoi. C'est-à-dire qu'on a un mode d'échange qui n'est plus adapté à notre mode de production. Alors pourquoi est-ce qu'il ne serait plus adapté? Moi, je pars de l'idée que le mode d'échange donc monétaire fondé sur la notion de valeur marchande est adapté à l'artisanat pour une raison. C'est que dans ce système-là, avec la monnaie, la demande globale, c'est-à-dire la somme des pouvoirs d'achat, est faible. Il y a, comme on l'a vu, c'est un système inégalitaire, donc il y a quelques riches, quelques personnes qui ont un fort pouvoir d'achat, mais la masse, elle, a un très faible pouvoir d'achat. Ce qui fait que globalement, en fait, la demande est faible. Et ça, c'est une constante. C'est une constante puisque c'est relatif, quoi. Quand je dis que la demande globale est faible, je dis en fait elle est relativement faible. Et évidemment, ce qui change entre le mode de production artisanale et le mode de production industrielle, c'est qu'on passe d'une production faible à une production forte. Donc quand la production est faible avec une demande faible, finalement les choses s'accordent tant bien que mal. Mais quand on passe à une production industrielle, en fait la production, c'est-à-dire en fait l'offre au vrai sens du terme, pas au sens en fait où l'entendent les économistes, parce que dans l'économie, quand on fait de l'économie, en fait quand on parle de l'offre, c'est pas l'offre brute, c'est l'offre multipliée par les prix. En fait, c'est une question de prix en réalité, l'offre, dans les schémas économiques actuels. Mais si on parle de l'offre réelle, de l'offre, malgré tout, elle est importante. Et en fait, la demande
qui elle est toujours faible, eh bien, est en deçà de l'offre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de clients en interne. Et donc, tout le problème du système, ça va être de trouver des clients. Et quand on comprend ça, en fait, on comprend le ressort des grands phénomènes auxquels on a assisté depuis la fin du XIXe siècle. Colonisation. Le premier étant la colonisation, et d'ailleurs, c'est c'est Jules Ferry qui le dit très bien dans son fameux discours sur la colonisation. Alors, on retient généralement que la question des races supérieures qui doivent civiliser les races inférieures. Mais dans ce même discours, il dit bien, le marché européen est saturé, il faut ouvrir des marchés à l'extérieur, en substance. C'est ce qu'il dit en substance. L'Europe peut être considérée comme une maison de commerce qui voit depuis un certain nombre d'années décroître son chiffre d'affaires. La consommation européenne est saturée. Il faut faire surgir des autres parties du globe de nouvelles couches de consommateurs, sous peine de mettre la société moderne en faillite et de préparer, pour l'aurore du XXe siècle, une liquidation sociale par voie de cataclysme dont on ne saurait calculer les conséquences. En fait, au XIXe siècle, l'industrie se développe et en interne, il n'y a pas assez de clients. Et donc, il faut en trouver. Et en fait, tout le problème du système depuis donc la fin du XIXe siècle, c'est de trouver des clients, quoi. De trouver des clients, ou d'en inventer, ou d'en fabriquer, ou de faire baisser le coût de la production pour faire baisser en fait l'offre, pour ajuster l'offre à la demande. Et donc, alors, on a eu les expériences de Ford qui a augmenté les salaires, tu vois. Mais après, il y a aussi une chose, c'est que il y a des solutions qui sont mises en œuvre par des particuliers, par des entreprises, qui peuvent avoir des effets positifs quand elles sont appliquées de manière marginale, mais qui, quand elles sont appliquées de manière à grande échelle, générale, l'effet s'annule en fait. Donc on a eu Ford, l'idée c'était d'augmenter les salaires pour que les gens puissent acheter ce qu'ils produisaient, hein. C'était ça l'idée de Ford. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette idée-là? Parce que précisément avant c'était pas comme ça. Avant les gens ne pouvaient même pas acheter ce qu'ils produisaient. Une idée une solution qui a été mise en œuvre assez rapidement, alors je ne sais pas quand exactement, mais c'est l'idée de crédit à la consommation. Pourquoi développer le crédit à la consommation si les gens avaient à l'instant T l'argent pour acheter ce qui était produit à l'instant T? C'est qu'ils ne l'ont pas. Donc le problème c'est que, évidemment, de la même manière que la colonisation, on en subit encore les conséquences aujourd'hui, évidemment le crédit à la consommation, quand on donne aux gens l'argent pour acheter aujourd'hui, qu'ils n'ont pas encore gagné, qu'ils devront gagner demain, qu'ils n'auront pas, en fait, on ne fait que reculer pour mieux sauter. Et comme ça, il y a également juste avant, il y a le découplement entre la monnaie et toute référence matérielle. Pourquoi? Les talons or. Les talons or. Alors, c'est une chose qui s'est faite à différentes dates dans différents pays. Il n'y a pas une date précise. Enfin, je crois que je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais enfin, ça s'est fait à différents moments. Mais peu importe, l'idée qui est peut-être pas mise en avant, mais que l'on peut comprendre, c'est qu'en découplant la monnaie de toute référence matérielle, ça permet d'augmenter la masse monétaire, c'est-à-dire la demande, au final. Le problème, c'est qu'évidemment, on est dans un système monétaire oligarchique, etc., où même si on augmente la masse monétaire, l'argent va pas aux masses, il va toujours au même. Et finalement, il dort dans des coffres. Donc, ça augmente pas la demande en réalité. Dans la même idée, évidemment, on a la création monétaire artificielle. Et toujours pareil. Enfin. Et en fait, le problème, c'est que tout ça, toutes ces fuites en avant ont des conséquences. À plus ou moins long terme. Et en fait, aujourd'hui, on se prend toutes les conséquences de toutes ces fuites en avant. Et là, on en est quand même arrivé au point où on crée la monnaie à partir de rien, quoi. Donc, je ne sais pas si on pourrait aller beaucoup plus loin, mais moi, il me semble qu'on est un peu arrivé au bout du bout. Et quand on a vu en plus que
la monnaie aussi arrive au bout du bout de sa propre évolution, bon, ben, on est au bout du bout, quoi. Et tôt ou tard, il faudra effectivement passer à autre chose. On ne peut pas se contenter éternellement de fuite en avant. À un moment donné, il va falloir construire un système adapté à ce mode de production. Et il me semble que ben, à production quasiment illimitée, mais droit d'accès illimité, ça me paraît correspondre. Là, dans la cité, la question ne se pose pas. La question du pouvoir d'achat, elle est réglée, quoi. Et ça, c'est réglé. Et puis, c'est l'accès illimité, en tout cas indéfini au marché, en fait, règle quasiment toutes les questions. Si on abordait X problèmes, on verrait que ça résout quasiment tous les problèmes. Est-ce que, est-ce que cette contradiction dans le fait que la demande est toujours faible ne provient pas du fait que la monnaie circule selon les vases communicants Si, c'est ce que j'ai dit. et la loi d'attraction? Oui, c'est ce que je dis. Elle est toujours faible parce qu'en fait, comme c'est inégalitaire, il y a des gens qui ont un fort pouvoir d'achat, qui d'ailleurs ont un pouvoir d'achat tellement élevé qu'ils ne se servent même pas de l'argent qu'ils ont, hein. Et alors que les autres, eux ont un pouvoir d'achat faible. Et c'est quand même la masse. Et donc, ce qui fait que globalement, c'est faible. On est dans un paradoxe où les gens ne peuvent pas consommer et les entreprises, elles, n'ont pas de clients. C'est ça. C'est tout le problème. Les entreprises n'ont pas de clients et les gens qui voudraient consommer ne peuvent pas. Permettons aux gens de consommer et les entreprises pourront produire. Et puis voilà, quoi. On est dans un système qui ne profite à personne en réalité. Il profite bien à 1%. Mais la plupart des gens n'ont absolument aucun intérêt à ce système. Et le système lui-même n'a aucun intérêt parce qu'il est en train de mourir. Donc, Si vous devez me résumer avec des mots assez simples, le civisme, en 3 mots. comment, comment sortir du système monétaire grâce à la technologie? La technologie est elle-même en train de tuer l'argent, est elle-même en train de tuer la monnaie. D'ici quelques temps, nous n'utiliserons plus que des cartes à puce, qu'on appelle aujourd'hui cartes de crédit, qui font que la monnaie est virtuelle. C'est-à-dire en fait qu'elle n'existe plus, quoi. Et l'étape suivante, comme le prône le civisme, c'est des cartes à puce, mais qui servent non pas à vérifier qu'on a de l'argent sur un compte en banque, mais qu'on est bien citoyen. Puisque c'est la citoyenneté qui elle-même implique de participer à la vie de la société, qui justifie le droit d'accéder au marché. Donc, à partir du moment où on peut vérifier la citoyenneté des gens, la citoyenneté telle que je l'entends, il n'y a plus besoin de monnaie. Oui, donc je vais au supermarché et en tant que citoyen, en tant que travailleur, je passe ma carte. D'abord, tu fais tes courses. Oui. Ensuite, tu passes en caisse. Et effectivement, il faut que tu valides tes achats. En fait, mais c'est exactement comme aujourd'hui, hein. Alors, quel est l'intérêt ici, là? L'intérêt, il n'est pas pour. Le but, c'est pas de vérifier ce que tu as acheté. Ça, tout le monde s'en fout. Le but, c'est que la société puisse savoir ce qu'a fait le commerçant. Puisqu'il a une activité, et il faut bien attester qu'il a rempli son activité. Et donc, c'est à ça que servent les cartes. Parce qu'après, tout se fait de manière informatique, hein, Alors évidemment, ça lui sert aussi lui-même à gérer ses stocks, etc. Mais c'est surtout pour la société. Vous avez écrit combien d'ouvrages au final? Alors sur la théorie elle-même, donc sur le civisme, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Je crois qu'il y en a 5 en fait. Il y en a 4 donc, qui font partie, qu'on retrouve dans un seul ouvrage qui est tout sur le civisme. Le premier, c'est donc séparément. Le premier, c'est. Quand je dis le premier, c'est le premier disponible imprimé. Et en fait, tout ça, je l'ai écrit et réécrit
avant, mais il y a des versions qui n'existent même pas, qui n'existent pas quoi, hein, de ma théorie. Mais donc le premier bouquin que l'on trouve, c'est Réquisitoire contre l'argent ou Théorie de l'égalité. Le deuxième, c'est évidemment la théorie du civisme. Donc c'est Théorie de la cité, donc c'est civisme ou Théorie de la cité. Le troisième, c'est le civisme illustré. Le quatrième, c'est Principe universel de l'ordre social ou base de la société à usage universel. Donc ces quatre-là sont dans Tout sur le civisme. Ok, on peut acheter les 4 en un. C'est ça, Tout sur le civisme. Et donc il y en a un cinquième qui lui n'est pas dans Tout sur le civisme, c'est Révolution. Révolution qui en fait reprend les textes d'une série de 12 vidéos que j'ai faites, que j'avais faites d'ailleurs exprès. J'ai écrit les textes exprès. J'avais pas l'idée de faire un bouquin au départ, mais chez moi il y a toujours un petit peu ce fond-là de faire des choses durables. Et donc en écrivant un texte, quelque chose qui reste, évidemment à l'arrivée on peut en faire un bouquin, quoi. Donc il y a ce bouquin qui est pas mal. Donc il y a 12 vidéos, 13 textes à la base, plus 3 chapitres supplémentaires. C'est pas une synthèse, une vulgarisation du civisme en fait. Le mieux étant évidemment d'aller directement à la théorie, mais ce petit bouquin-là est déjà pas mal pour ceux qui n'y connaissent rien. C'est pas mal. Et puis sinon après j'ai aussi écrit d'autres bouquins, mais ça relève plutôt du domaine historique, c'est rien à voir, quoi. Eh bien, très bien, je vous remercie. Ouais, je t'en prie. Merci de m'avoir accordé. Merci de m'avoir épuisé jusqu'à 5h du matin. Merci de m'avoir accordé cette petite intervention. Petite. Dis donc, Et j'oserais dire vive le civisme alors. vive la révolution. Vive la révolution. Ah oui. Merci. Merci Philippe. Je t'en prie.